un petit coup de pression par Apple. Quand on fait du dropshipping, on teste plein de produits, hein. Donc j'en ai testé des centaines de produits. Il y en a certains qui m'ont généré 0 €, tandis qu'il y en a d'autres qui m'ont généré plusieurs centaines de milliers, voire même plusieurs millions. Surtout que le trading, c'est un moyen de faire de l'argent en réalité, hein. Si tu fais ces choses correctement, tu fais beaucoup d'argent. L'immobilier, c'est important. Il y en a beaucoup qui sous-estiment l'immobilier. Ils disent oui, l'immobilier, il n'y a pas assez de rentabilité par rapport à la crypto-monnaie, par rapport à tout ça. Mais oui, bien sûr, c'est pas aussi rentable que la crypto quand ça part en bull run, ça c'est clair et net. Mais après ton bull run crypto, c'est très important de te sécuriser ensuite dans l'immobilier. C'est la mode en ce moment, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de jeunes traders ouvrir un compte sur les réseaux sociaux et dire que en trading, la technique ne fonctionne pas, il y a que la fondamentale qui fonctionne. C'est oufissime. La France ne récompense pas les personnes qui se donnent et qui bossent. La France récompense justement ceux qui essayent de tricher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Real Money FX Show. Dans ce Real Money FX Show, on va parler de crypto-monnaie, de fiscalité, de trading, de stratégie trading, de voyage, de mindset. Et tout ça, c'est avec moi, Real Money FX, et mes deux invités, Samy, fondateur de Infinity Trading. Bonjour à tous. Et tout simplement Pierre, fondateur de Winvest Pro. Salut l'équipe. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à la fin du podcast. Il y a énormément d'informations qu'on va vous donner aujourd'hui. Des informations qui peuvent vous rendre très riche. Très riche. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez, abonnez-vous et commentez la vidéo. Ouais, au-delà de les rendre riches, c'est des informations, s'ils les utilisent bien, qui vont potentiellement avoir un impact sur leur vie, sur leur trajectoire, que ça soit perso, mais aussi business, avec notamment le trading. Exactement. Parce qu'il faut en faire quelque chose des informations qu'on va donner, hein. Bah oui, c'est bien beau de savoir des choses, savoir faire plein de choses, avoir beaucoup de choses, avoir accès à beaucoup de choses, reste à faire quelque chose avec toute cette matière, quoi. Pierre, toi, tu es fondateur de Winvest Pro, de Winvest. Dis-moi, parle-moi un peu de toi, de ton parcours. Eh ben écoute, moi ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai fondé Winvest. Alors avant je tradais de mon côté, et puis à côté de ça je faisais d'autres business. J'étais pas trop sur les réseaux sociaux, je faisais des business que je faisais péter grâce aux réseaux sociaux, mais moi personnellement j'étais très peu sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se mettaient à parler trading sur les réseaux sociaux, moi trading qui était mon domaine depuis pas mal d'années, et ben en écoutant beaucoup de bêtises qui se disaient, et ouais, je me suis dit attendez, il faut rétablir pas mal de vérité là, faut apporter la vérité aux personnes qui veulent se lancer dans ce merveilleux monde qui est l'investissement et le trading. Et donc j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux et de parler trading, de fonder une communauté et de partager ma passion et de partager toutes mes connaissances. Donc voilà, toujours passionné par le business depuis de longues années. J'ai d'ailleurs pas débuté par le trading, j'ai débuté par le dropshipping, il y a de ça 6 ans. Ouais, ça serait bien que tu nous racontes un peu ton parcours. Tu racontes pas assez, je trouve. C'est un très beau parcours que tu as pu faire auparavant. Ouais. C'est vrai que t'as fait plusieurs millions avec le dropshipping aussi, hein. Ouais, à l'époque, j'avais une grosse marque. Je me suis même pris un petit coup de pression par Apple, parce que moi, quand on fait du dropshipping, on teste plein de produits, hein. Donc j'en ai testé des centaines de produits. Il y en a certains qui m'ont généré 0 €, tandis qu'il y en a d'autres qui m'ont généré plusieurs centaines de milliers, voire même plusieurs millions. Et j'ai un produit qui m'a permis de générer plusieurs millions, des écouteurs sans fil. Et c'est un des tout premiers produits que j'ai testé d'ailleurs quand j'ai commencé le dropshipping. Je suis tombé dessus au hasard sur AliExpress. À la base, mon premier site, c'était des chargeurs sans fil. Ensuite, j'ai commencé à faire des coques pour recharger les portables. Et ensuite, j'ai vu les écouteurs sans fil. Je me suis dit, c'est la même niche électronique. Donc, j'ai testé et directement, j'ai vu que ça plaisait aux gens. Ouais, c'est pas cher. La livraison, elle était courte en plus, non? Ouais, mais en début, non. Avec le dropshipping, quand ça vient depuis les agents chinois. Mais justement, quand ça a commencé à bien marcher, que j'ai commencé à tout structurer, à créer une marque, à être présent dans plusieurs pays, j'ai commencé à brander mes produits. Donc, par exemple, tu vois, les écouteurs, quand ils se connectent en Bluetooth, à un moment, on voyait le nom de ma marque dessus. Donc, ça fait déjà une étape en plus. C'est plus Ching Chang Chong, Yen et Yang. Enfin, tu vois, je veux dire un truc chinois, écriture chinoise. T'as vraiment marque dessus, quoi. Et donc, j'ai fait aussi du stock en Europe pour pouvoir livrer les produits aux clients en 2-4 jours. Et en gros, Apple t'a harcelé ensuite derrière parce que derrière, tu cassais les prix par rapport à eux, c'est ça? C'est ça, parce que je vendais entre guillemets des imitations de AirPods. Apple venait de sortir les AirPods à ce moment-là. C'était avant le confinement, avant le premier confinement. C'était la mode des AirPods, sauf que ça coûtait combien? Ça coûtait 190 €. Les gens ne pouvaient pas s'en payer. Et moi, je suis arrivé et j'avais une grosse offre. J'avais une très bonne offre. C'était achète une paire d'écouteurs, t'as la deuxième offerte. Donc c'est parti comme des petits pains. Et j'avais plusieurs couleurs. J'en avais en blanc, noir, rouge, rose.
Donc voilà, les gens en achetaient, ça partait Ça tout seul. Et puis j'étais en France, j'étais en Hollande, j'étais en Espagne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'utilisais énormément les influenceurs. Donc tous les jours, tu avais des influenceurs qui avaient plusieurs millions de followers qui partageaient ma marque, tu vois, qui partageaient le produit. Forcément, à un moment donné, c'est venu aux oreilles et aux yeux de Apple. Et puis un matin, j'ai reçu un message. T'as plus le droit, tu coupes tous tes sites et tout. Ou alors on me fait des poursuites. C'était du sérieux parce que j'ai pris moi un avocat que j'ai payé. Il m'a dit que c'était du sérieux, que c'était la vraie agence, les vrais avocats d'Apple. Donc on a gagné un peu de temps pour que j'écoule mon stock. Ensuite j'ai relancé une marque d'écouteurs sans fil. Mais du coup j'ai changé le design, j'ai changé quelques trucs. Et j'ai relancé et c'est marrant parce que ça n'a pas pris, ça n'a pas pris quoi. Ça m'a pris quoi. Pourquoi ? Bon, il y a plusieurs facteurs pourquoi ça n'a pas pris. Dans un premier temps, les gens voulaient vraiment des choses qui ressemblaient aux écouteurs sans fil de Apple, tu vois, aux AirPods. En plus de ça, dans la niche des écouteurs sans fil, il y en a d'autres qui ont lancé des sites, donc j'avais des concurrents, il y en a beaucoup, notamment des influenceurs qui ont lancé des sites. Je pense que vous savez après de quel influenceur je vais parler, qui ont fait la promotion, qui n'ont jamais envoyé les produits, donc qui ont arnaqué toute leur communauté. Donc ensuite, un peu comme à l'image du trading, où il y a des personnes qui ont parlé de trading juste pour arnaquer les gens, pour leur faire perdre de l'argent. Du coup, l'image du trading, elle était un petit peu salie, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai voulu commencer le trading, à parler de trading sur les réseaux sociaux, parce que je voyais beaucoup de monde qui salissait l'image du trading. Tu vois, donc je me suis dit, mais non, c'est pas ça le vrai trading, c'est pas l'image que je veux que ma profession montre et sur les réseaux sociaux à l'égard de tout le monde. Surtout que le trading, c'est un moyen de faire de l'argent en réalité. Si tu fais ces choses correctement, tu fais beaucoup d'argent. Que ce soit moi, que ce soit Pierre, que ce soit Samy, on fait énormément d'argent grâce au trading. Ouais, mais dans tous les cas, à partir du moment où tu es dans un domaine, dans une industrie où il y a de l'argent en jeu, bah forcément il y a plein d'arnaques qui arrivent quoi. Que ce soit dans le e-commerce, dropshipping, dans le trading, dans la crypto-monnaie, dans la vente de formation, dans tout ça, il y a plein de personnes qui en profitent pour arnaquer. Okay. Et Samy, parle-moi un peu de ton parcours aussi. Mon parcours, il est long. J'ai pas fait des grandes études. Et puis j'ai commencé le MLM il y a 5 ans de ça. Déjà, ça passe vite. J'ai commencé le MLM et puis après je me suis dirigé directement dans le trading. Voilà, je me suis formé en amont grâce à plusieurs sociétés de MLM que j'ai faites auparavant. Et voilà, me voilà aujourd'hui à Bangkok avec toi quoi. Ouais, je connais plein qui ont d'abord fait du MLM et ensuite tu vois, qui sont formés grâce au MLM et ensuite ils ont poussé plus haut pour être indépendant et pas passer par des sociétés de MLM. C'est marrant, même moi à un moment donné, genre ça a duré quoi 2 semaines, mais genre j'ai été à 2 doigts de vraiment au tout début. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu le trading grâce à une société de MLM. C'est dans le dropshipping, j'ai rencontré un mec, je faisais des sous, j'ai rencontré un mec du coup qui lui était dans le MLM, faisait beaucoup de sous dans le MLM. À l'époque ça s'appelait Couvera. Et il m'a parlé de MLM et c'est lui qui m'a mis dans le produit financier, dans l'investissement, trading, je connaissais pas. Je payais mon abonnement pour rien tous les mois, mais au final, aujourd'hui, il a été rentabilisé. Ouais, bah après, alors t'en as certains qui vont dire que le MLM leur a donné pas mal de bases et leur a apporté pas mal de choses concernant le trading. Moi, de mon expérience personnelle, absolument pas. À la base, le mec, il me vendait ça, donc j'ai rejoint, première semaine. Tous les messages que je recevais de sa part, c'était organise des calls avec tous tes potes, avec ta famille et tout. C'est là où j'ai compris, mais en fait, parce que je voyais un peu du coup le service financier qu'il proposait aussi, mais en fait, négligé, c'était nul, c'était négligé. Ouais, en fait, il voulait juste faire de l'argent en ramenant des gens, et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est n'importe quoi le MLM. Par contre, le trading, c'est là que ça m'a intéressé. Franchement, ils ont des trucs vraiment intéressants en plus à proposer, mais le problème, c'est que les personnes d'en dessous, en fait. Elles te forment à recruter, elles te forment pas au trading. Ça, ouais, donc en fait, ils s'intéressent même pas à la partie trading. C'est ça. Alors qu'en réalité, la majorité des gens, ils vont juste dans les copier-coller, quoi. Bah oui. Dans les canaux copier-coller, là, des sociétés. En fait, la vitrine d'un MLM, c'est soi-disant le produit qui est, pour notamment le cas de Couvera, un produit financier qui va aider les gens à gagner de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut ramener d'autres personnes dessus parce que grâce aux services financiers, elles vont gagner beaucoup d'argent. Alors qu'en vrai, le vrai produit, le vrai truc que tu vends, c'est le MLM, le réseau pyramidal, le fait de pouvoir prendre de l'argent sur celui que tu vas faire venir derrière toi, quoi. C'est ça le produit. Donc en fait, c'est ceux qui suivent derrière, ce sont eux les produits. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après il y a des MLM où, moi je suis pas trop là-dedans, mais s'il y avait il doit bien y avoir des MLM où justement ils proposent des vrais produits, non? Ouais, t'as notamment Herbalife, c'est des compléments alimentaires pour le sport et tout. C'est
eux ils traversent les époques, ça se passe super bien. Ils ont notamment Cristiano Ronaldo comme influenceur, et je connais des personnes, 2-3 personnes qui sont sur Herbalife et ça se passe super bien. Parce qu'ils vendent directement du produit. Et ils vendent des produits, ils vendent des résultats physiques. Et en fait, ils se créent des équipes de personnes déterminées, motivées à avoir ces résultats. Donc ensuite, le fait de ramener des gens derrière, ça vient automatiquement avec les résultats que les gens obtiennent, leur physique qu'ils ont réussi à en changer en X jours en utilisant les protéines ou... D'ailleurs, moi je vais pas tarder à ouvrir mon propre service d'affiliation à un moment aussi. On en parlait l'autre fois, c'est pas mal ça. De quoi? Ouvrir son propre truc d'affiliation, quoi. Genre, tu veux que les personnes puissent faire si les gens sont satisfaits du service. C'est trop puissant, le bouche à oreille, c'est devenu trop puissant. C'est clair. Si t'es satisfait du service, hop, c'est clair. Avec un vrai site, tu vois. Moi, je dirais, alors, c'est marrant, vous en parlez, je l'ai mis en place l'année dernière. J'ai mis un système d'affiliation pour ceux qui étaient déjà dans ma communauté pour qu'ils ramènent d'autres personnes. Après, voilà, faut bien le structurer par rapport au pourcentage. Si les gens ils ramènent 1, 2, 3 personnes en l'espace de 1 an, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rémunérer, de passer sur quelque chose faudrait mettre des paliers, genre... Des paliers, voilà. Mais en fait, derrière, si tu fais ça, faut aussi penser à comment est-ce que les gens vont pouvoir mettre en avant ton service. Donc certes, il y a les résultats et tout, mais par exemple, t'as des Alexis Chance, t'as des Keo qui fait formation, ou même Andrew Tate. C'est Andrew Tate qui a plus ou moins lancé ce phénomène pour que les gens puissent gagner de l'argent en vendant son produit. Donc en gros, c'est ça, l'affiliation avec ton canal, c'est qu'en gros, les gens pourraient gagner de l'argent en mettant en avant ton service de trading à toi, tu vois. Pareil, dans ce cas, il faut leur donner de la matière. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple des Andrew Tate, des Keo ou plein d'autres personnes qui font ça actuellement, La Menace, Alexis Chen, font beaucoup de contenu. Ils le laissent ce contenu à disposition des gens. Les gens vont aller clipper, c'est le principe de clipper d'ailleurs. Les farms de clippers, ça marche beaucoup ces derniers temps, notamment avec Whoop. Je sais pas si vous voyez, il y a Iman Gadzhi qui a investi, qui a investi énormément dans cette entreprise, c'est une entreprise américaine. Et en fait, vous mettez les entre guillemets influenceurs laissent beaucoup de contenu à disposition des personnes qui vont clipper, et pour chaque 1000 vues sur une vidéo, ça c'est un exemple, ils vont prendre, je sais pas moi, 5 €, tu vois. Ok, je capte. Et c'est quoi ça, Whoop, en fait? Explique-moi. Alors, sur Whoop, tu peux faire pas mal de choses. Sur Whoop, tu peux créer des campagnes pour justement recruter des clippers qui vont mettre en avant ton contenu sur les réseaux sociaux, que tu vas pouvoir les rémunérer par rapport à ça. Et sur Whoop, tu vas aussi pouvoir, entre guillemets, créer et gérer ta communauté. Sur un portail, tu vas pouvoir mettre des vidéos, des formations, ouvrir un chat, un peu dans le même style que School, un peu différent, mais ça ressemble. Voilà. Ok, pas mal. C'est des plateformes nouvelle génération qui sont très à la mode, parce que on va dans un monde qui est de plus en plus digital, avec des personnes qui sont de plus en plus présentes sur Internet, qui parlent de centres d'intérêt, qui intéressent de plus en plus de monde, et donc elles regroupent leur audience dans cet endroit-là. L'audience paye pour les services et ont accès aux services sur cette plateforme, quoi. Du coup, vous êtes... toi, Pierre, t'es installé à Dubaï. Parle-moi un peu de la fiscalité à Dubaï. Comment ça se passe? Je pense que tout le monde sait ce qu'est la fiscalité à Dubaï, hein. C'est un zéro pointé. Alors, on parlait dernièrement de certains endroits à Dubaï où que les compagnies de Dubaï allaient avoir 9% d'impôts. Encore une fois, ça dépend de pas mal de facteurs. Pour l'instant, on n'y est pas vraiment. Ça concerne plusieurs types d'entreprises, notamment celles qui sont directement à Dubaï. Mais si tu prends un émirat juste à côté, genre Sharjah, t'es pas concerné. Si tu vends des produits aux Émiratis, là tu es concerné, mais si tu vends ailleurs, pour l'instant t'es pas encore concerné. Après, c'est plein de petites subtilités. En gros, c'est un paradis fiscal pour les digital nomades. C'est un paradis fiscal, ouais. Paradis fiscal, après voilà, le coût de la vie n'est pas le même. Et toi, t'as vécu aussi à Malte, hein? Ouais, juste avant j'étais à Malte, ouais. J'étais à Malte pendant 1 an avant de m'installer à Dubaï, je suis resté 1 an à Malte. Ok, alors, fais-moi le pour et contre Malte versus Dubaï. Alors déjà, Dubaï, fiscalité, Malte, on va dire fiscal, c'est un paradis fiscal aussi, mais alors pas du tout. T'es genre à 35% d'impôts. Tu peux passer via un système où tu fais une holding à Gibraltar, par exemple, c'est ce qu'ils conseillent eux, mais tu payes quand même tes 35% et une fois par an, tu récupères chaque 30% que tu as payé. Donc en gros, c'est comme si tu payais 5% d'impôts. Mais c'est un système qui est assez coûteux, hein. T'es genre sur du 15-20 000 € pour avoir ce système-là. Après, concernant la vie, franchement, la qualité de vie à Malte, l'air est bonne, la qualité de l'air est bonne, la qualité de l'air à Dubaï est extrêmement mauvaise. En plus de ça, tu es tout le temps entouré de la mer, t'as tout tu peux marcher et tu peux tout faire à pied pratiquement. Tu vois, aller dans les restos, sortir, Malte, ouais. T'as une bonne vibe, c'est beaucoup plus petit.
Après à Dubaï, ce qui est bien, C'est c'est beaucoup de que jeunes, on me dit, moi. t'as beaucoup de jeunes aussi. Ouais. Franchement, c'est bien. Moi, depuis que je me suis installé à Dubaï, je me dis, j'adorais ma vie à Malte. Hein. En plus de ça, t'as rencontré ta dulcinée là-bas. Ouais, ma dulcinée, je l'ai rencontrée à Malte. C'est vrai On que a ça, adoré habiter à Malte. C'est C'est vrai qu'à génial. Dubaï, les amis, je vous dis clairement, à Dubaï, c'est compliqué de trouver quelqu'un à Dubaï parce que la majorité des femmes, c'est des escortes. Hein. Ouais, On va pas se mentir. ça michto. Donc, ça michto. ouais, ça marque un... C'est difficile. À Malte, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la vie sociale, d'avoir un cercle d'amis avec qui tu sors, avec qui tu vas au resto, avec qui tu peux entre guillemets déconnecter du business. Alors qu'à Dubaï, c'est vraiment business. Même le cercle social que tu vas te faire à Dubaï, si tu arrives à t'en faire un, c'est compliqué de rencontrer des gens. Ouais. Ça va vraiment tourner à 250 000 % quoi. autour du business. Si la personne elle a rien à aller chercher Ouais, en je suis toi, d'accord. elle te snobera. Et toi, c'est pareil. Si De la ouf. personne n'a rien à t'apporter. Même toi, tu vas devenir comme ça automatiquement parce qu'il faut que tu t'adaptes Ouais. à ton Ouais, cercle c'est beaucoup d'environnement, plus- quoi. Ouais. À Dubaï, c'est bien pour être focus. Tu veux vraiment Ouais, te je suis focus. d'accord. Et puis avoir de la motivation. Alors ça, il y en a beaucoup qui disent Dubaï, quand je vois tous les gens qui font plein d'argent, ça m'aide dans ma visualisation à vouloir faire encore plus d'argent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Motivé à faire de l'argent, on est tout le temps motivé à faire développer le business. Et je pense que la première motivation d'un business, ça doit pas être l'argent, ça doit être la valeur que tu vas apporter. Et plus tu vas apporter de la valeur, plus ton service va être qualitatif, plus tu vas réussir à le mettre en avant, plus tu vas trouver de nouveaux clients, donc plus tu vas faire de l'argent. Tandis que si tu penses directement plus faire de l'argent, bah c'est là où ton service va potentiellement perdre en qualité. Tu vas avoir que l'argent, que ta profitabilité à toi. À court Et terme, tu surtout. vas pas apporter de valeur aux gens autour de toi, donc tu vas pas réussir à faire encore plus. Donc je pense pas, pour moi ça dépend pas de l'environnement dans lequel on est, même si c'est un facteur qui fait que ça peut t'aider ou te rabaisser, tu vois. Ok. Mais en gros, pour vivre, les deux sont bien. Ça va dépendre de chacun, des envies de chacun. Et d'autres endroits qui sont intéressants. Hein. Je sais que toi, t'as énormément vécu en Asie. Enfin, tu vis à Kuala Lumpur. Ouais. Toi aussi, tu vis à Bali ces dernières années. C'est ça. L'Asie aussi, c'est un très bon endroit où vivre. Ouais, c'est chill en vrai. Ouais, l'Asie, franchement, c'est le top du top. Hein. S'il n'y avait pas de décalage horaire, franchement, je me visionnerais sur 10 ans, 20 ans. Je ferais des choses pour. Je trouve que le Pour décalage horaire, vraiment le. Hein? je trouve que le décalage horaire est négatif. T'impacte de Ouais, manière moi, pour moi, négativement. c'est totalement négatif. Ah, moi j'aime bien me lever à 11h. J'aime bien Ça. pouvoir me lever à 11h, midi. Par rapport à la France, parce qu'on a une communauté française. Après, si t'as une communauté asiatique, ça va, tu vois. Mais je trouve que Moi, c'est ça. Moi, je me travailler réveille- le soir jusqu'à 2h, 3h du matin, Ouais, c'est ça. c'est embêtant. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, c'est tous les jours comme Ouais. ça, à 3h du matin. Après, c'est une question d'habitude, je pense. Mais Je me couche à 3h. c'est une mauvaise habitude, on va dire. Pour moi, c'est une mauvaise habitude. Moi, je pense que Après, c'est. si toi t'organises ton business et que tu fais beaucoup de délégations, là ça peut être Voilà. profitable, tu vois. Moi, je pense que ça dépend. Le décalage horaire, il dépend que de 3 facteurs. Il dépend de ton organisation à je suis toi. d'accord. C'est vrai, faut être organisé quoi. Et il dépend de ton organisation, il dépend de ton automatisation, donc les Ouais, tâches que tu arrives à ton- automatiser et tout. Ouais, c'est ça. Et ensuite de ta motivation aussi. Beaucoup. Ouais, après, il y a Toi- des choses où tu peux pas contrôler, comme quand tu fais des vidéos ou des bulles. Les gens, ils ont l'impression qu'ils te voient que la nuit en fait. Genre, Ouais, c'est à vrai, part- c'est vrai. Bah oui, parce que tu vas pas poster à 8h ou 9h ou 10h, 11h midi, puisque c'est la nuit en Après, France, tes quoi. vidéos, tu peux les faire la journée et les poster à Ouais, n'importe mais quelle heure. c'est pas pareil, ça perd de son charme. Par exemple, quand t'envoies une opportunité, un investissement et que tu gagnes cet investissement au Take Profit 1, t'as envie de faire la réaction direct live, des émotions, tu peux pas Après, contrôler si ou tu acheter trades- des émotions. Si tu trades Tu vois. la Ça, ils le session ressentent, européenne, Ouais, sur London, tu c'est trades ça. la L'hôtel session ressent. européenne, il fait jour en Asie. Hein. Ouais, fait jour. Ah, moi, je traite pas la session européenne, je traite la session US. Moi, je traite les deux. Session London et session US. Ouais, Ouais, je moi trouve aussi, que ouais. C'est la seule chose où c'est dommage parce que aux Émirats, j'arrivais du coup à faire toutes mes bulles avec des émotions, avec. Et j'ai une question à te poser aussi, Pierre, parce que toi, t'étais en Colombie, toi, t'as vécu en Colombie. Ah, en Amérique T'as- du Sud aussi, T'as j'ai fait que, vécu. t'avais que la Colombie, t'as fait d'autres. Non, j'ai d'autres fait la pays Colombie, j'ai fait 2-3 fois la Colombie pendant plusieurs mois, j'ai fait le Brésil, j'ai fait l'Uruguay, j'ai fait l'Argentine aussi.
et tu te verrais pas t'installer là-bas. C'est quoi qui bloque? Non, alors Décalage horaire aussi, j'adorerais m'installer. Alors non, le décalage horaire pour moi encore une fois c'est pas comme ce qu'on disait Dubaï, vouloir s'installer à Dubaï pour avoir la visualisation, la motivation de faire encore plus d'argent. Décalage horaire, moi j'y crois pas trop parce que je pense qu'avec une bonne organisation, si tu sais exactement, si t'as bien automatisé des choses, si tu sais bien t'organiser, le décalage horaire c'est un truc, ça a des bons côtés et ça a des mauvais côtés parce que du coup, tu peux faire beaucoup plus de choses aussi dans ta journée si t'es bien organisé. Par exemple en Asie où on a 6 heures de plus, bah le matin quand c'est la nuit en France, t'as le temps de préparer ta journée comme ça. Au cours de la journée, tu peux faire plein de choses et t'es pas en rush, t'es pas pressé, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et en Amérique du Sud, du coup, on a 6 heures de moins que la France. Donc là, c'est pareil. Quand c'est encore la nuit en Amérique du Sud, enfin le soir, bah, c'est le début de la journée ou c'est totalement la nuit en Europe. Donc là, t'as le temps de préparer toute ta journée, vu que tu vas être en train de dormir durant toute la matinée en Europe. Tu as le temps de préparer pas mal de choses pour arriver pile à genre à 8h du matin, heure américaine. Et t'as l'ouverture de la session US, et boum, là tu commences à trader, tu fais ta journée, tu trades la session US, elle ferme, les Français, les Européens, ils vont dormir, et toi, t'as encore toute l'après-midi et toute la soirée pour faire ce que tu veux dans ta vie. Quand on dit qu'on fait du trading pour être libre, temporellement, géographiquement, financièrement, ben, pouvoir vivre avec un décalage horaire et avoir une grosse partie de la journée où, entre guillemets, t'es libre, bah on fait du trading pour ça, tu vois. Tandis que moi, j'ai remarqué un peu aussi quand j'ai tendance à vivre avec un décalage horaire qui est exactement comme celui de ma communauté, c'est-à-dire européen, bah, je suis calé sur le rythme. Donc en gros, toute la journée, c'est une grosse journée de travail. Tandis qu'avec un peu plus d'organisation et quelques petits changements, qui sont pas moins bien, qui sont pas négatifs, bah, que ça soit en Amérique du Sud ou en Asie avec un gros décalage horaire, j'arrive à m'octroyer plusieurs heures dans la journée où genre je suis pas genre là, qu'est-ce que je vais poster, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il faut que je trade, est-ce qu'il faut que j'envoie une analyse, si ça, non. C'est organisé, c'est la France d'or. Voilà. Donc moi je suis tranquille, tu vois. Il y a des plus au décalage horaire. Je me verrais pas habiter en Amérique du Sud aussi parce que alors, c'est pas une question de décalage horaire. C'est plus globalement une question de sécurité globale. Alors j'adore aller en Amérique du Sud, vivre pendant quelques mois, tu vois, 2 mois par-ci, 3 mois par-là, 1 mois, 2 semaines, etc. Mais après vivre sur le long terme et même d'un point de vue fiscal c'est pas avantageux. D'un point de vue la vie en elle-même, c'est génial, hein. Franchement j'adorerais vivre en Colombie. Mais en vacances. Ouais, j'adorerais vivre en Colombie. Ah, carrément vivre. Je crois qu'il y a le Salvador hein, qui est intéressant au niveau fiscalité. Il n'y a pas d'impôt, je crois, au Salvador. Ouais, faut aller voir Salvador. Moi, ça me fait quand même flipper, même si je sais que maintenant il n'y a plus de criminalité depuis qu'il y a le nouveau président. Ouais. Tu t'as encore psychologiquement de te dire, attends, Salvador, il y a 5 ans en arrière, c'était. Le Mexique. C'était pire que le Mexique. Ah, en vrai, après ça va. Quand t'arrives avec de l'argent, t'habites forcément pas dans des quartiers. Enfin, c'est hyper sécurisé, tu vois. T'habites à Medellín, à Poblado, Provenza. Tous les immeubles, ils sont genre, tu peux pas passer. T'as de la sécurité qui contrôle tout le monde. Enfin, tu vois, t'es sécure. Mais c'est juste en termes de liberté, de ce que tu peux ressentir quand tu vas bouger aux alentours, que ce soit à pied, en scooter, en taxi et tout, bah, tu peux vite arriver dans des endroits où tu peux être un peu. Moins en sécurité. Faire plus attention à ton portable, voilà. Sortir alors que t'as envie de sortir. Quand on compare en Asie, bah, par exemple les montres, vous voyez, là en Asie, y a pas de vol. Hein. En Asie, on peut se balader dans la rue, marcher n'importe quelle heure avec une belle montre, des beaux habits ou une belle paire de lunettes, une belle petite chaîne et tout. Bon, en Amérique du Sud, voilà, tu fais très attention. Tu fais attention. Ça veut pas dire que tu ne peux pas, mais ça veut dire que tu fais très attention. Et même d'un point de vue fiscal et papier administratif. Faire très attention. C'est-à-dire quoi, faire très attention? Par exemple, tu sors avec ta montre. Par exemple, t'as une Rolex au poignet. T'as une Rolex en diamant au poignet. Tu sors en boîte de nuit. Donc, t'as le chauffeur qui vient te chercher de la boîte de nuit jusqu'à de ton appart qui t'emmène direct à la boîte de nuit. Donc, faut rentrer direct. T'as un carré VIP là-bas, tout se passe bien et tout. À la sortie, tu sors, ton chauffeur il vient te chercher, il te ramène direct à l'appart. Ça va, tranquille. Mais si tu commences à vouloir un peu être plus libre, marcher dans les rues après la boîte pour aller manger quelque part, ou encore en journée, tu sais, visiter, passer dans une petite rue, aller voir par exemple Comuna 13, qui est incroyable, que je recommande à tout le monde. C'est le quartier à Medellín qui était le plus dangereux. Il y avait genre 3 morts tous les jours là-bas. Et le gouvernement a pris des résolutions. Ils se sont dit, c'est plus possible. On va investir dans le quartier. Ils ont investi et ils ont donné les clés en main aux personnes du quartier de totalement changer leur quartier. Et du coup, il y a plein d'artistes qui en sont nés. Ils ont commencé à dessiner partout des graffitis, à le réaménager, à faire de la danse. C'est devenu un endroit hyper touristique. Mais pareil, c'est un endroit où la nuit, tu vois, tu vas la journée, tranquille, il y a plein de monde, c'est hyper touristique. Mais la nuit,
tu fais très attention, il s'est déjà tu passé te plein de retournes choses. plusieurs fois pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça a beau être hyper touristique, ça reste quand même un quartier. La nuit, il suffit que tu ailles dans la mauvaise petite ruelle, bam, t'as deux personnes qui arrivent vers toi, ils te pointent un flingue dessus, ta montre, tu veux pas la donner, ils te coupent le bras ou ils te tirent une balle, ils la prennent après, enfin tu vois. Non mais c'est des choses... est-ce qu'il te ferait ça? Il t'agresserait pour, par exemple, je sais pas moi, un portable, Oui, si t'as pas de oui, montre, oui, un portable, oui, ils le font, oui. des habits... Oui, les habits, les habits. Après, voilà, si t'as une belle tête d'Européen et que ça se voit que t'as de la thune, on peut peut-être le faire pour des habits, mais je veux dire, là-bas, tu peux vite acheter de la contrefaçon, donc est-ce qu'ils vont... Oui, franchement, ils ont rien à perdre. Franchement, ils ont rien à perdre. Genre, il serait capable de venir et te dire, vas-y, envoie ta carte bancaire, va retirer. Oui. Même si t'es habillé mochement. Oui, si t'as une tête d'Européen ou un truc comme ça, après, ça s'attaque même aux Colombiens. Je veux dire, t'es Colombien, tu marches tout seul, t'as ton portable, ou truc comme ça, ils vont venir te le demander et tout. Si, ils sont prêts à risquer leur vie. En fait, c'est ça. Je crois pas. Ah, mais c'est comme dans les quartiers à Paris, en fait. Ouais. Je me crois Barbès, comment tu racontes ça? Je sais pas, je pense que c'est pareil, mais c'est genre, un peu ils différent. viennent comme ça, ils vont t'agresser comme ça, mais c'est pas possible. Si. Après, je pense que la France, l'Europe, c'est un peu plus violent. C'est-à-dire que les mecs, ils en ont plus après toi, ils ont plus la rage contre le gouvernement, contre le pays, contre la société, donc ils en ont après ton portable ou après ta montre, truc comme ça, mais ils en ont aussi après toi, parce que t'en as une, parce que t'as ça, parce qu'ils l'ont pas, et du coup ils vont vouloir te taper, être méchants. Tandis que là-bas, c'est que matériel, ils s'en foutent, ils te veulent pas de mal. S'ils te pointent un flingue dessus, ils sont deux, ils te pointent un flingue dessus, tu leur donnes les trucs, ils vont te laisser, tu vois. Ils vont pas chercher à te buter ou quoi que ce soit. S'ils te butent, c'est parce qu'il y a eu un problème. Soit tu veux pas leur donner ce qu'ils veulent que tu leur donnes, soit c'est quelqu'un qui les a envoyés contre de ouais, l'argent. t'as un problème, tu leur dois de la thune, tu leur dois quelque chose, ouais. Tandis qu'en France, t'as vu, ils arrivent à 10 sur toi, juste par mais si par plaisir, ils vont te passer au tabac. Par exemple, ma carte, je la cache, je la cache bien, elle est pas dans mes poches. Et je leur dis non, regardez mes poches, j'ai rien. Bah, ça se passe comment? Bah ça je sais pas, moi je suis pas brigand là-bas. C'est pas moi qui leur dit de quoi faire et tout. J'aimerais bien un chef de cartel. T'as l'air bien renseigné en tout cas. Non mais c'est différent, je pense qu'en France en Europe la mentalité est différente. On dit que la violence monte en puissance en Europe ces derniers temps, oui, mais je pense que c'est une violence qui est différente de celle qu'il y a là-bas. Là-bas c'est plus de la jalousie, là-bas c'est pour survivre. Nécessité. Là-bas c'est pour nécessité, voilà, ils volent par nécessité, c'est genre s'ils veulent donner à manger à leur famille, ils doivent voler, tu vois. Tandis qu'en France, restaurant du cœur, il y a plein d'aides, ils sont nourris, logés, même les prisons, elles nourrissent, elles logent. Ou ça en France. En France, ouais. En France, quand ils le font, plus de la jalousie, faut arrêter de se plaindre. C'est par violence, c'est par envie là-bas, ils marchent pieds nus. De faire régner de la violence, de faire peur aux gens. Là-bas, ils ont un flingue sur eux, ils sont pieds nus. Ils rigolent pas avec toi. Ouais. Tu vois, moi j'ai été au Brésil aussi. Ça c'est marrant, ça on parle de ça. J'étais au Brésil et en fait je suis rentré dans une favela, la plus grande favela d'Amérique du Sud qui s'appelle la favela de Rocinha à Rio de Janeiro. Et en fait c'est fou parce que je suis resté un mois à Rio, je suis resté 3 mois en tout au Brésil. Je suis resté un mois dans plusieurs villes, Santos, Sao Paulo, Rio. Et en fait à Rio on connaît tous Ipanema, on connaît tous Copacabana. T'as fait le carnaval de Rio? Non, je suis arrivé après le carnaval. Tu vois Copacabana, la plage hyper touristique, avec les montagnes, Cristo del Rey et tout. Et c'est vrai ça qu'apparemment ce dicton que quand t'arrives la première fois que tu vas à Copacabana, tu tires un ballon et puis tu jongles avec des brésiliennes. Ah, tu peux jongler avec des Brésiliens, des Brésiliennes, ça va être incroyable. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je suis arrivé, tu fais des caches à cache, tu dois vraiment dépiser. Ah non, mais tu vois, par contre, les filles, tu les vois jongler là-bas sur la plage, elles sont très, 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 très fortes, hein. Ah ouais. Très fortes. Mais là où je voulais en venir, c'était que tu marches à Rio de Janeiro dans les rues. Nous, je pense qu'on va y aller en septembre. Tu marches dans les rues de Rio de Janeiro, de Copacabana, Rio de Janeiro, les endroits hyper touristiques et tout. Tu te sens pas en sécurité du tout. Tu sens que ça craint de fou. Et après 21h, 21h30, tu ne marches plus tout seul dans les rues au Brésil. C'est pas possible. Pire ça que pour la Colombie. Craint. Bah pire, alors après en Colombie tout dépend dans quel quartier. Moi je connais les bons quartiers, j'habitais dans le bon quartier en Colombie, mais au Brésil je connaissais pas vraiment. Je suis arrivé dans le quartier Copacabana, tu vois, donc j'étais juste dans la rue derrière la plage de Copacabana et franchement ça craint la nuit, tu ne sors pas comme ça pour marcher dans les rues au Brésil, ça craint. Tandis que tu vas dans la même
tu marches à Copacabana, je sentais que les petits, tu vois, à tout moment je sors mon phone, même à un moment j'étais en train de faire une vidéo, j'ai senti quelqu'un arriver en courant derrière moi, j'ai fait ça, je me suis retourné, j'ai vu la personne, elle a commencé à marcher, elle a changé de direction, tu vois. Et alors tandis que quand tu vas dans la favela de Rio de Janeiro, à Rocinha, tu marches, tu croises des personnes avec des énormes guns, tu croises des tables où tu as toutes les vous voyez ce que je veux dire, qui vendent substances illégales, là, des grosses tables où ça vend. Ouais. Tu passes là et il ne peut strictement rien t'arriver, c'est hyper sécure, malgré le fait que tu sois dans une favela et que tu croises des gens avec des gros guns. Pourquoi ? Parce qu'il y a un groupe qui fait la pluie et le beau temps sur la favela, donc qui gouverne la favela, les policiers n'ont pas le droit d'y rentrer. Et eux, comment ils gagnent de l'argent ? Beaucoup grâce à la drogue, certes, mais grâce aussi au tourisme. Et donc, si tu touches aux touristes qui viennent dans la favela, ensuite, il y aura plus de touristes, donc il y aura moins d'argent, ça va partir dans la pauvreté et tout. Tu n'as pas le droit de toucher aux touristes dans la favela. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent voler les téléphones, les iPhones, tout ça, alors qu'il y a une j'avais sécurité. vu ça, ouais. Ouais, mais tu sais, ils ont des techniques. J'avais vu un reportage comme ça, apparemment, ils filment la favela, tout, et en gros, mais comment ça se fait que je peux me balader comme ça en filmant ? Et le guide, il lui dit justement ce que tu disais. Si jamais t'as quelqu'un de la favela qui s'attaque à un touriste, cette personne-là, elle va se faire choper par les dirigeants de la favela et ils vont... Tu vois ? C'est hyper strict les personnes. Et tu sais ce que tu peux faire même ? T'as même des favela, je sais plus comment on appelle ça, bref, des soirées, en gros avec la musique brésilienne, tu sais, où ça danse. Et en tant que touriste, tu peux y aller dans la favela et il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de substances illégales et tout. Et les touristes qui vont disent, ouais, tu danses toute la nuit avec des bandits de la favela qui sont armés jusqu'aux dents et qui, des fois, quand ils aiment bien la musique, ils se mettent tous leurs armes en l'air et ils commencent à tirer en l'air comme ça. Et toi, t'es comme si t'étais en boîte avec eux, en train de danser, en train de faire la fête et tout. Donc c'est génial, c'est des expériences à faire, tu vois, mais c'est des expériences. Cette expérience ? Elle est avec 3, 4, 5 truands qui ont des flingues qui tirent en l'air. Tu danses avec eux ? C'est pas trop mon délire, je préfère danser avec des belles femmes. Toi, tu irais dans la plus belle boîte de Colombie. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a que des cabarets en Colombie. C'est quoi la meilleure... Comment elle s'appelle la meilleure boîte ? J'ai jamais vu de boîte. Il y a pas mal de boîtes là-bas en Colombie. En Colombie, ici, il y a plein de boîtes. Ça danse partout, c'est une vibe qui est différente. Les gens sont heureux. Et c'est ça aussi, quand on parle de la dangerosité et tout. En fait, là-bas, ce qui est différent dans la vibe et dans les gens, vous savez, on va beaucoup en Asie parce qu'on dit que les gens sont hyper souriants, hyper gentils, hyper ouverts. En fait, les gens en Asie, je dirais qu'ils sont très sympas, très gentils. Parce qu'ils sont hyper polis, ils ont une éducation qui les font être hyper polis avec les personnes qui sont autour d'eux, ok. Mais c'est naturel. En Colombie, en Amérique du Sud, les gens ils sont pas polis comme peuvent l'être les Asiatiques, mais ils sont très gentils, hyper souriants, hyper chaleureux, mais d'une manière totalement différente. C'est de nature, c'est parce que j'ai l'impression que les Américains du Sud, enfin les Latinos, ils vivent chaque jour comme si c'était le dernier jour, tu vois. C'est comme s'ils savaient que la mort pouvait les toucher à n'importe quel moment, parce qu'ils connaissent tellement de personnes, tu demandes à n'importe quel Latino, qui viennent de Colombie, Argentine, Venezuela, Pérou, Équateur, autres, ils connaissent tous quelqu'un, que ce soit ami, famille ou autre, qui a déjà subi soit séquestration, enlèvement, kidnapping, menaces, vol, tous, c'est quelque chose de normal, tu vois. À partir du moment où ils l'ont normalisé, chaque jour, ils se disent, il peut m'arriver quelque chose, ça se trouve ce soir, pour mon portable, pour me voler mon portable, je vais finir mort. Donc ils vivent chaque jour comme si c'était le dernier, ils font la fête, ils dansent, ils t'accueillent les bras ouverts, cariño, amor, corazon, c'est génial et ça c'est génialissime. C'est une hospitalité qui est différente. Il est sexy leur accent quand même. En plus. C'est vrai. Je le trouve vraiment bien, tu vois. Ouais. Non, moi j'adore l'Amérique du Sud, je suis un fan. La première fois que j'ai mis le pied en Colombie. On ira un moment. Non, on ira. Première fois que j'ai mis le pied en Colombie, je me suis dit, c'est mon pays, c'est là que j'aurais dû d'être. Je suis content d'être né en France pour le passeport et tout, mais je me suis dit, waouh, c'est incroyable. La musique là-bas, leur manière de faire la fête, de vivre. Tu vas n'importe quand, tu marches dans les rues, à n'importe quel moment de la journée, t'entends plein de musique, vous savez, la musique un peu reggaeton, ou alors salsa, bachata, et tu vois des gens danser dans la rue, partout. C'est hyper, c'est incroyable. La vibe est géniale, te fait plaisir et te donne envie d'être heureux, tu vois. Même si t'as des problèmes dans ta life, tu vas en Amérique du Sud, tu marches dans la rue, t'es heureux. Et les gars, si vous deviez acheter là, votre prochain appartement ou villa, ça serait où? Moi, je pense que ça sera au Maroc. Maroc où? Quelle ville? Marrakech, je pense.
Marrakech, par contre, Marrakech, j'ai regardé là, les dernières news, je vois qu'il y a plein de monde qui commence à se casser de Marrakech parce que c'est devenu trop cher. C'est comme partout, hein. Regarde Bali avant, c'était pas du tout cher, ça coûtait que dalle, et maintenant ça coûte beaucoup plus cher. T'as des personnes différentes qui vont y aller avec plus d'argent, avec des envies différentes, ça va créer une autre économie différente, tu vois. T'as beaucoup moins les vacanciers qui viennent de France parce qu'ils ont très peu d'argent pour aller dans d'autres endroits, et du coup ils viennent au Maroc, à Marrakech pour dépenser très peu d'argent, un peu low cost, tu vois. Maintenant tu passes sur Marrakech, c'est plus haut de gamme, et du coup tu attires des personnes différentes, qui ont des moyens différents, qui ont des activités dans la vie qui sont différentes, et tu crées une toute nouvelle économie. Et j'aimerais bien en Thaïlande aussi. Hein. Ouais. Thaïlande, c'est pas mal, franchement, parce qu'il y a beaucoup de freehold. Dans les apparts, moi, j'ai déjà une maison en leasehold, donc là, je vais plutôt m'orienter vers du freehold. Mais ouais, c'est sûr que là, je suis prêt à faire le deuxième investissement et très vite. J'avoue que en plus, ce qui est bien avec la Thaïlande, les amis, c'est qu'on peut acheter en crypto. Ouais, ça c'est génial. Et là, à l'heure où on parle, il y a des bons condos. En plus, il y a des bons condos. Il y a des très beaux condos. Tout est hyper récent, moderne, t'as des très belles amenities. Il y a deux choses, il y a deux facteurs à prendre en compte en plus en ce moment qui font que la Thaïlande est un excellent endroit où investir. Dans un premier temps, le dernier séisme qui a eu lieu, qui fait peur à énormément de personnes, puisqu'ils se disent s'il y a déjà eu un séisme qui a déjà fissuré des murs, fait tomber des buildings, il peut y en avoir un autre. Je ne vais jamais y investir là-bas, donc automatiquement la demande baisse et le prix baisse. Exactement. Et le deuxième fait, c'est qu'en ce moment, il y a des risques de conflit avec le Cambodge. Ouais, ça c'est fini. À la frontière. Enfin, ça c'est fini, ça se finira jamais. Trump, il a demandé un cessez-le-feu immédiat. Oui, il a demandé, après c'est pas encore officiel, mais il va sûrement l'avoir. Moi c'est pour ça, je me fais aucun souci depuis que j'entends ça risque de chauffer. C'est le meilleur moment, il n'y a jamais eu un meilleur moment pour investir maintenant en Thaïlande. Bah, à part si, quand t'as eu un tsunami, il y a 10 ans je crois. T'as eu un énorme tsunami. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai que les maisons, tu peux pas quoi. Ouais, les maisons par contre, t'es en leasehold. Les terrains, leasehold 30 ans comme. En vrai, la Thaïlande c'est bien en vrai. Hein. Il y a une certaine liberté que t'as. En fait, le seul désavantage de la Thaïlande, je dis clairement, il y a deux désavantages. De un, le premier désavantage c'est les routes, c'est un peu trop le bordel. Alors demain tu vas acheter une voiture, quoi que ce soit, c'est une galère. De deux, il y a des grosses taxes en Thaïlande. Non, moi je trouve pas. Bah ça dépend, Koh Samui ça roule bien. Hein. Ouais, franchement, il y a Koh Samui ça roule bien. Je trouve que justement, on a dit qu'il y a des très bonnes routes. Après, Bangkok là, je suis totalement d'accord avec toi. L'autre jour, pour faire 7 km. Bangkok c'est le trafic, ça le problème. Pour faire 7 km, normalement tu le fais. Normalement 7 km tu le fais en 10-15 minutes. Là je l'ai fait en 1 heure, donc ouais, c'est vrai. Non, mais c'est le trafic, c'est pas les routes. Problème. Ouais, les routes, bah même si demain tu veux acheter une supercar, bah t'as des taxes de fou. 200% de taxes. Ouais, comme à Bali aussi. Après, et Kuala Lumpur Kuala Lumpur, t'as pas de taxe sur les voitures d'occasion. Quand t'as une voiture d'occasion, t'as une grosse taxe sur les supercars, mais dès que c'est une voiture d'occasion, t'as plus de taxe. Ok, si tu l'achètes pas neuve, tu veux dire. Ouais. Bon, après, pas neuve, c'est 5000 km, c'est bon. Ok. Donc là, t'as pas de taxe. Là, t'as pas de taxe. Après, faut voir de combien elle est la taxe aussi et où elle va. Bon. Ouais, il y a ça, et aussi les ladyboys, quoi. C'est ça le problème, frère. Pourquoi si tu consommes pas, tu t'en fous. Mais voilà, c'est quand même c'est dégueulasse, quoi, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça me pose problème, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, à partir du moment où tu consommes pas, t'es parti sur un sujet là. Waouh, je rentrerai pas dedans, frérot. Mais à partir du moment où toi tu consommes pas, à partir du moment où elle te force pas. Franchement, c'est même un pouvoir pour le pays. Ils font des shows, des cabarets, j'ai vu. Ouais, il y a des shows, des cabarets. Mais il y a plein de personnes. C'est tout. Mais en fait, ça intrigue énormément de personnes. Je te jure. Vous savez, la prostitution en Thaïlande, c'est quelque chose d'hyper commun. C'est quelque chose d'ancré dans les mœurs. C'est pas mauvais, c'est pas malsain. Quand en France, une fille veut être prostituée, bah non, c'est très 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 mal vu. Elle va se faire insulter, lyncher, tout ça. En Thaïlande, en fait, il n'y a pas de système de retraite. La Thaïlande, c'est un pays où tu as plus de 50% de la population qui a plus de 60 ans et tu n'as aucun système de retraite. Donc le gouvernement thaïlandais essaye de trouver plein de stratégies, de mettre plein de choses en place pour essayer d'attirer de la jeunesse vers la Thaïlande. Ils l'ont fait, notamment en légalisant, ça a été entre guillemets une toute petite partie, mais en légalisant la Marie-Jeanne, etc. Et ils ont ramené plein de touristes, plein de tourisme jeune, sauf qu'ils se sont rendus compte que le tourisme jeune qui venait en Thaïlande n'était pas de qualité, c'était des backpackers, donc des personnes qui avaient très peu d'argent et qui n'investissaient pas dans l'économie, donc qui n'aidaient pas non plus l'économie thaïlandaise à aller chercher plus loin. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre des nouvelles régulations en place, notamment sur la Marie-Jeanne, sur les visas, sur les investissements, tout ça, parce qu'en fait, la Thaïlande, c'est un pays qui est hyper vieillissant, qui n'a pas de système de retraite, qui va arriver à un moment
un peu comme en France, le système de retraite qui est un système hyper Ponzi qui va se casser la gueule là, c'est un château de cartes, il est en train de se casser la gueule. Attends, juste devant la caméra. Les amis, ne comptez pas sur votre retraite en France. Clairement, c'est un Ponzi et clairement... C'est un château de cartes qui va s'effondrer dans les prochains mois, prochaines années. Exactement. Ouais. Et bah du coup la Thaïlande, c'est un peu le même problème démographique, la France et la Thaïlande, système des retraites, une population qui est vieillissante, donc voilà, ils essayent de ramener pas mal de jeunes, mais en fait du coup vu qu'il n'y a pas de système de retraite, et ben en fait les personnes âgées en Thaïlande n'ont pas de retraite, donc à partir du moment où elles arrêtent de travailler, où elles ne peuvent plus travailler, bah elles gagnent plus d'argent, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient en fait leurs filles dans les grosses villes ou dans les endroits touristiques pour se prostituer, pour leur ramener de l'argent. Donc en fait en Thaïlande c'est même les parents qui poussent les jeunes filles à aller se prostituer, et voilà, et vous verrez notamment, on est déjà tous sortis en boîte de nuit en Thaïlande, que ce soit sur les petites îles paradisiaques ou à Bangkok. En fait les filles elles s'inventent prostituées. Au final non, elle peut bien aussi kiffer un mec et oui voilà exactement, ouais, selon le mec, selon le mood, selon le moment, pour eux c'est demander de l'argent, quoi. Ouais c'est ça, et puis ensuite une partie de l'argent c'est pour elle, puis de l'autre partie c'est pour les parents, puis c'est les enfants qui financent le système de retraite. C'est différent de la France, c'est les enfants ici qui financent le système de retraite. Okay. Ils sont plus ouverts que la France. Ils ont plus une ouverture d'esprit. Après, c'est pas une ouverture d'esprit, ça. C'est pas une ouverture d'esprit. Quand même. Moi, je trouve que c'est une ouverture d'esprit. Pour moi, c'est pas une ouverture d'esprit, ça. C'est leur Après, c'est juste qu'ils ont pas le choix, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu survis, hein, tu sais, dans beaucoup d'endroits dans le monde, tu survis. Même en France, la plupart des familles, elles vivent pas, elles survivent. Je suis désolé, quand t'as 2 semaines de vacances par an, quand tu fais 8h, 18h tous les jours, derrière un bureau, quand tu fais la même chose tous les jours, quand t'as aucune perspective d'évolution, quand tu gagnes 1500 ou 2000 par mois et que t'as une famille avec ne serait-ce qu'un enfant ou 2 enfants, enfin, je suis désolé, tu survis, hein. Moi non plus, je sais pas comment t'arrives. Là, on arrive un peu dans l'âge, on arrive à la trentaine, on commence à se dire, on commence à arriver sur une nouvelle période, un nouveau cycle de notre vie où ça va être genre, par exemple, se marier, faire des enfants, tout ça. Moi, j'ai plein de potes qui commencent à avoir des enfants, qui commencent à se marier et tout. Je me dis, moi, je m'imagine et je fais des calculs dans ma tête, le coût et tout, et j'en reviens à la conclusion où je me pose la question, comment est-ce que c'est possible que des familles qui vivent, par exemple, en France et qui gagnent genre 1500 balles, 2000 balles, voire même 3000 balles à deux, font des enfants, quoi, tu vois, je sais pas comment c'est possible, comment tu finances, comment tu peux tout financer, pour moi c'est pas possible. Ouais, c'est ça, mais moi j'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup d'aide après. Il y a beaucoup d'aide en France, oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que le pays, ouais, c'est vrai que je comprends pas du tout. Moi. Après, tu sais que c'est marrant parce que la croissance démographique est haussière, enfin du coup c'est de la croissance, donc forcément qu'elle est haussière, elle est beaucoup plus haussière dans les pays pauvres que dans les pays riches, alors que ça devrait être l'inverse. Parce que sur le papier ça devrait être l'inverse, puisque dans les pays riches les familles sont développées, il y a des écoles, il y a des soins, il y a des aides, il y a plein de choses, donc les familles devraient être dans l'objectivité, devraient avoir les objectifs et devraient être dans le concon de pouvoir faire des enfants. Tandis que dans les pays pauvres, vu qu'il y a très peu d'argent, vu qu'il y a pas assez, il y a de la malnutrition, vu que les familles n'arrivent elles-mêmes pas à se nourrir comme il se doit, etc., elles ne devraient pas faire d'enfants, enfin c'est logique. Bon les gars, maintenant on va parler de crypto, les amis. Pierre, ton top 5 des crypto-monnaies à acheter là tout de suite là. Là on est le 29 juillet 2025. Quel crypto il faut acheter là tout de suite là? Quel crypto faut poser des gros billets? Dogecoin. Tu vises combien de dollars le Doge? $1. Entre 95 centimes et 99 centimes. Moi je vise $3 le Doge. Entre 2 et 3, ouais. Ouais, mais après sur du très long terme. Non, même pas long terme, frérot. 1 an. Oh, moi je vise les 0,90 à 0,99 centimes sur le Doge dans les 6 prochaines années. Toi t'es sur du 1 an $3, moi je suis sur du 6 ans 90 centimes. Ah non, on va pas attendre 6 ans pour avoir un x4. Ouais, j'espère pas. Non, moi je te dis clairement, pour moi, à mes yeux, c'est dans moins d'un an. Dans moins d'un an, on a un Doge entre 2 et $3. J'espère pas. Je pense qu'en deuxième crypto, t'as l'ETH qui est sous-évalué en ce moment. De fou. Je crois qu'il y a combien? 3000, 4000? Ouais, il est entre 3000 et 4000, 3500, 3800 je crois. Et selon moi, l'ETH doit se négocier au-dessus des $5000 tous les jours, tu vois. Il doit plus redescendre sous les 5000. Moi, même 10 000 pour moi. Pour moi, il doit avoir minimum 10K. Après, 10K c'est sous-évalué pour moi le Ethereum. Après, je sais aussi que les dernières mises à jour de la blockchain ETH ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer.
Ah ouais, 3800$. 3800, ouais. Donc c'est pour ça que ça a peut-être un petit peu ralenti. Après, moi je crois toujours, tu vois, je viens de voir le Trump là, je sais qu'il y en a plein qui parlent dessus. Moi je pense que les mêmes coins liés aux célébrités, ça peut être le futur, ça peut être une idée de business, entre guillemets, révolutionnaire. Et je pense qu'il y a de très très gros potentiel. Maintenant, ça va dépendre de ce que les célébrités font de leur token. Mais je suis sûr que Donald Trump, si jamais il fait des grosses choses durant son mandat, tu vois, il met des choses en place qui font parler, notamment la réserve stratégique de BTC, ou notamment s'il arrive à trouver un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, notamment. Enfin, tu vois, son meme coin, il va prendre en valeur et je pense qu'il va aller chercher des plus hauts. Voilà. Moi, j'y crois au meme coin de Trump. J'y crois même d'une manière plus générale aux meme coins qui vont sortir, qui vont être adossés à des personnalités qui vont être sorties par ces personnalités. Si elles ont des bonnes idées derrière, une bonne roadmap, ça va le faire, il y a un énorme potentiel. Et depuis le début de l'année, depuis qu'il y a eu c'est tout mouillé partout. Depuis qu'il y a eu les tarifs douaniers qui sont mis en place, moi je pense que là ça va être critique pour les crypto-monnaies et ça va reprendre dès que il y aura la paix au Moyen-Orient, il y aura la paix entre la Russie et l'Ukraine. On y a été proche, hein. Il y aura des accords qui vont être trouvés concernant les tarifs douaniers. Boum, bah là c'est pratiquement fait. Il y a encore eu un accord qui a été annoncé hier entre les États-Unis et l'Europe. D'ailleurs, les États-Unis, Washington a pulvériser l'Europe sur cet accord, ils ont tout gagné là-dedans. Et baisse des taux d'intérêt, on arrive. Ça y est. On arrive. Et réserve stratégique, adoption des crypto-monnaies par les grosses entités, donc par les gouvernements, les gros fonds d'investissement. Les États-Unis ont lancé leur réserve stratégique de Bitcoin, donc c'est bon, ça y est, il y a tous les voyants qui sont ouverts là pour qu'on ait une seconde jambe haussière sur les crypto-monnaies et que ça explose. Et qu'on aille chercher des nouveaux records. C'est clair. Par contre, après, je vois une chute. Hein. Je pense qu'après cette jambe haussière qui arrivera jusqu'à septembre, octobre, jusqu'à la rentrée, au moment de la rentrée, les gens vont partir de vacances. Tous les médias vont se mettre à parler du Bitcoin qui aura atteint les 130, 140, 150 000 $. Toutes les cryptos seront sur des plus hauts. Tout le monde va s'y mettre à en parler. Tu vois, un peu comme quand Trump a été élu président. Les jours qui ont suivi, les crypto-monnaies ont explosé. Et c'est avant son investiture que tous les médias ont commencé à dire Bitcoin, 110 000 $, Bitcoin ATH, crypto-monnaie c'est le futur, riche grâce aux crypto-monnaies, etc. Et que les gens ont investi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Énorme chute. Et je pense qu'il va exactement se passer la même chose. Là, faut savoir que là, on est sur un ATH sur le Bitcoin, mais il y a personne qui parle. Personne dit rien. En fait, les gens ils s'en battent les couilles. Pourquoi? Parce que la majorité des gens aussi n'ont pas de Bitcoin, ils veulent des altcoins aussi, non? Et aussi. Pourtant, la majeure partie des gens, le grand public, ils connaissent que le Bitcoin. C'est vrai que la majorité des gens ils connaissent que le Bitcoin, mais la majorité des gens ils ont pas de Bitcoin. Tu demandes aux gens, à tes proches, est-ce que tu as du Bitcoin? Non, j'ai Dogecoin, j'ai du ci, j'ai du ça, j'ai du Ethereum. Il y a quand même une bonne partie qui n'y connaissent pas énormément de choses en crypto, qui ont une crypto et c'est quand même du Bitcoin. Enfin, moi j'en vois et j'en ai entendu. T'as quoi comme crypto? Juste Bitcoin, tu connais quoi? Oh, juste Bitcoin. Ah, ok. Ouais. Il y a ceux qui veulent se renseigner un petit peu plus, ouais, ils en achètent un peu à droite à gauche, ouais. Ouais, mais le Bitcoin, c'est quand même numéro 1. Là, les gens vont en acheter, là, dès que tout le monde va en parler. Il va se passer un truc, il va y avoir un événement, je sais pas, ça va être un discours de Trump, ou je sais pas trop quoi, mais les cryptos vont continuer d'exploser. La rentrée, les gens vont rentrer de vacances. Donc là, les gens n'ont pas d'allocation budget à allouer aux crypto-monnaies, à investir. Donc c'est pour ça que personne n'en parle. Parce que les gens n'ont pas l'argent, les gens sont focus sur leurs vacances, vois, leurs vacances d'été. Partir en vacances, faire plaisir à la famille, voir la famille, etc. Dès que ça va être la rentrée, tous les médias vont se mettre à en parler. Explosion des crypto-monnaies, cette personne-là est devenue milliardaire grâce aux cryptos, les États-Unis ont fait tant de gains grâce aux cryptos, etc. Les médias vont en parler et là, les gens vont commencer à acheter. Le Bitcoin sera 130, 140 000. Et ensuite, correction. Sauf que je pense que les plus crypto-monnaies, les grosses cryptos, les cryptos qui se sont fait récemment institutionnaliser, Bitcoin, Solana en cours, ETH en cours. Dogecoin ETF qui arrive bientôt. Ouais, ok, Dogecoin aussi. Les grosses crypto-monnaies, tu vois. Ouais. Et ben elles vont entre guillemets stagner. Et on ne va plus connaître ces cycles de bull market et bear market. Je pense qu'elles seront tellement fait institutionnalisées que la plupart de la liquidité qui sera rentrée sera institutionnelle, que ça va continuer à croître, mais de manière beaucoup plus linéaire et exponentielle, que ça peut être le cas ces dernières années avec des énormes pumps, ensuite des énormes chutes, bull run ça monte, bear market ça chute. Non, donc je pense ça que elles vont stagner, continuer à croître, mais en stagnant, donc de manière linéaire exponentielle. Et je pense que la plupart des cryptos que vous voyez là, la plupart qui sont en train de build quand même depuis combien de temps? Depuis 5, 6, 4 ans pour beaucoup d'entre elles, qui
qui ont un projet qui normalement doit changer le monde mais qui n'apporte toujours rien, et ben vont disparaître. Il va y avoir un énorme truc qui va s'effectuer sur les crypto-monnaies. Un purgatoire. Exactement, ouais. La purge, voilà. La purge, alors une purge sur les crypto-monnaies. Le fait que le monde des cryptos devienne institutionnel, ça va changer. Il y a énormément de cryptos qui vont disparaître. C'est vrai que t'as pas tort. Hein. T'as pas tort du tout. La majorité des cryptos vont disparaître. Ouais. Faut jouer dans les bonnes cryptos. Hein. Quand tu vois certaines cryptos, notamment le Bitcoin... C'est comme Internet. Hein. Internet, au début, il y avait tout qui montait. N'importe quel site Internet fallait plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards. Et d'un coup, il y a eu la purge. De toute façon, la plupart des projets crypto, là, c'est pour ça. Et tu sais, attends, c'est marrant, puisque toi... Tout ce qu'on voit là, la majorité, on comprend. La majorité, on sait même pas c'est quoi le projet derrière, ou on va l'entendre, on se dit « Waouh, mais c'est incroyable le projet et tout », sauf que ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur le projet, et ça, on n'en voit toujours pas, on n'a toujours pas l'utilité de ce projet, quoi, de la vie de tous les jours, ou même sur la blockchain, ou même pour nous qui utilisons des instruments financiers, on n'utilise pas. Donc certains, oui, le XRP par exemple, qui pourrait révolutionner... vous savez, c'est Swift. Swift pour faire les virements internationaux, t'as que Swift. Bah, XRP, ça pourrait ajouter une autre solution, une solution diverse à Swift, en encore plus rapide et avec moins de frais. Et j'avais fait le calcul la dernière fois, il serait-ce que XRP capte ne serait-ce que 5% de toutes les transactions qui sont effectuées sur Swift pour que le XRP il atteigne les 1000, 5000, 10 000 dollars. Ah ouais. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien. C'est mathématique, c'est des calculs. Mais encore une fois, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Donc, quelques-unes de ces crypto-monnaies ont des réels projets qui vont prendre dans le temps et qui, justement, vont s'imposer comme les vraies crypto-monnaies. Mais la plupart des crypto-monnaies vont disparaître. Et c'est vrai. Je voulais dire quelque chose d'autre qui allait amener un autre élément de réponse. C'est que quand tu vois la courbe du Bitcoin, par exemple... Ouais. Tu vois, depuis qu'il a été lancé, tu vois, même dans les périodes de bear market ou de bull market, on va faire des plus hauts, ensuite des plus bas. Mais en fait, on redescend jamais sur les plus bas qu'on a eu quand il y a eu le lancement du Bitcoin, par exemple. Tu vois, on redescend plus jamais sous les 1000 $, sous les 5000, sous les 10 000. Durant les 4 dernières années, je crois, le plus bas du Bitcoin, ça a été combien? 29 000 ou 38 000. Ouais, c'est ça, c'est dans ce zoo-là, ouais. Ah, donc on redescend plus jamais en dessous les 20 000. Ouais. On redescendra plus jamais en dessous, tu vois. Ouais. Le Bitcoin, il fait ça. Ouais. Donc il a fait ça, moi je pense qu'il va continuer à faire ça, mais de manière moins brute, tu vois, moins forcée, moins grosse. Il n'y aura plus d'énormes croissances ou d'énormes baisses, il y en aura toujours, mais ce sera beaucoup plus linéaire. Tandis que les autres crypto-monnaies, comme par exemple l'autre jour je regardais Litecoin ou je regardais le Polkadot ou Uniswap. Et le TRX aussi qui est bien, parce qu'en vrai de vrai... TRX c'est très bien, ouais. C'est Tron, c'est la blockchain Tron, ouais. Ouais, quelques années tout le monde critiquait le TRX, tout le monde critiquait le Tron parce que c'est chinois, etc. Mais au final... c'est très bien. Au final, on va pas se mentir, hein, on utilise tout le Tron. Exactement, ouais. La blockchain Tron. On s'en rend pas compte, hein, on utilise des USDT, mais au final, pour dépenser notre USDT, on passe pas par la blockchain Ethereum, hein. On passe tous par la blockchain Tron. Bah, Ethereum ça coûte trop cher, la blockchain Ethereum elle coûte trop cher, c'est pour ça qu'il fallait que Vitalik il doit encore faire quelques réglages pour qu'elle soit au même niveau que par exemple, au même coût que la blockchain Solana qui coûte que dalle, pour que les gens l'utilisent encore plus, et là le TH, crois-moi, va exploser. Mais je te disais par exemple, Uniswap par exemple, Litecoin par exemple, Polkadot, tu regardes leurs courbes, c'est des cryptos qui quand il y a un crash, ou quand il y a un bear market, ou quand il y a, je sais pas, une correction, elles retournent au prix auquel, qui a été le prix auquel elles ont été lancées, tu vois. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est qu'elles retournent, donc pourront très bien un jour totalement se crasher et rester au prix auquel elles ont été lancées, ou passer à zéro, tu vois, toutes ces cryptos là. Tandis que le Bitcoin, il n'y revient plus, ça montre quand même qu'il y a un réel intérêt. Bon, maintenant on en est sûr à 200% du réel intérêt envers le Bitcoin, mais je veux dire, de valeur. Tu vois, c'est pareil, le Solana, mine de rien. Bon, la dernière fois qu'il a chuté, c'était il y a 4 ans, quand il y avait eu le problème avec FTX, la chute de FTX, ou la chute de tu sais, une crypto qui Luna, voilà, la chute du Luna, ouais. Et toi Samy, toi t'achèterais quelle crypto, toi? Top 5? Moi franchement j'achèterais du Dodge, j'achèterais du Shiba, j'achèterais du ING, du Sol à balle. XRP aussi, hein. XRP, franchement, ils sont bien relevés. Ouais, XRP, j'ai l'impression qu'il commence à être vraiment très proche. Le fondateur de XRP, il est très proche de Trump là en ce moment. J'ai vu qu'il était. Ouais, du gouvernement de Trump. Exact. En fait, ce qui s'est passé avec le XRP, c'est que XRP, c'est un dinosaure des crypto-monnaies. Ça a été lancé il y a énormément de temps et directement, énormément de personnes ont cru en projet. Ouais. Je me souviens, il y a de ça 5 ans, 6 ans,
c'était impossible. En fait, ce qui s'est passé, l'UXRP est sorti avec son projet révolutionnaire de concurrencer Swift, donc de faire des paiements à l'étranger en une fraction de seconde avec un coût extrêmement faible. Donc c'est révolutionnaire. Le projet est là, le projet est fiable. Le problème, c'est que XRP lancé aux États-Unis a eu énormément de problèmes avec la SEC. Donc la SEC, l'institution des régulations sur les marchés financiers aux États-Unis. Gary Gensler, le président de la SEC, a fait la guerre au XRP, il a fait la guerre tout court aux crypto-monnaies toutes ces dernières années. Donc le XRP n'a jamais explosé, n'a jamais atteint de rentabilité, n'a jamais fait plaisir aux investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le XRP était bridé et était en guerre avec la SEC. Donc, quand Trump est arrivé au pouvoir, ce qui s'est passé, c'est qu'il a viré Gary Gensler. Donc, il a viré le mec qui faisait la guerre aux crypto-monnaies, le mec qui faisait la guerre au XRP. Donc, une fois que ce mec-là a été viré, les poursuites contre le XRP ont été abandonnées. Et le XRP a pu enfin, a eu les portes ouvertes pour enfin aller chercher son dû, tu vois. Parce que voilà, le XRP en vrai il a une réelle valeur. Donc il a explosé depuis que Trump a été président des États-Unis, a été investi président, le XRP ne fait que exploser. Il est aux alentours des $2 et franchement il va continuer à exploser, je pense. Comme t'as dit, s'il prend 5% de Swift, c'est combien ? C'est $1000. Ouais, même plus. Ouais. Même plus. Faut refaire les calculs exacts, mais c'est ça. Rien qu'à capter 5% des échanges quotidiens qui sont faits sur Swift, tu vois. C'est largement faisable, Wow. Il y a des gros problèmes à l'heure actuelle, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Quand tu veux faire un virement d'une banque française à une banque indonésienne, c'est la galère. T'as des frais, ça coûte super cher. Échange de currency, donc de devises, les frais d'envoi, les frais que vont prendre les banques, le temps d'envoi, parce que on sait tous que les banquiers en France, ça travaille pas le week-end, ça envoie pas le week-end, ça travaille pas non plus le lundi, faut faire attention, à pas faire le virement n'importe quel jour, 50% du temps, il peut pas partir. Des fois tu sais même pas où il est le virement. Des fois tu fais un virement, tu sais même pas où il est. Mais oui, mais là imagine toi t'as ton fils, imagine que ton fils il est je sais pas 16 ans, il soit en voyage scolaire en Indonésie. Il lui arrive une couille, tu vois, il a besoin que tu lui envoies un virement pour payer ses frais médicaux parce que tu sais comment sont les hôpitaux en Asie, si t'es pas assuré, si t'es pas résident, si t'es pas de la nationalité du pays, et ben ils te laissent dans la merde, ils te laissent crever même si t'es pas prêt de les payer. Écoute, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais fait un accident sur mon pied, d'ailleurs j'ai encore une cicatrice. En gros, je suis allé à l'hôpital, il voulait pas me soigner directement. Ils m'ont dit d'abord tu payes. Et en plus c'était un petit hôpital, du coup il y avait pas de place. Ils voulaient pas me mettre dans une cabine. Du coup ils m'ont soigné directement à la réception. Ah ouais. Ouais, à la réception ils faisaient les soins. Putain, c'est fou ça. Ouais, t'as payé. Heureusement que j'avais du cash dans ma poche. J'avais pas de cash, je serais été une galère. Heureusement. J'avais pas mon cash, j'avais pas ma CB. Ils m'auraient laissé crever, frère. Heureusement, et t'aurais dû te faire amputer de ton pied après. Ouais, exactement. Maintenant, t'imagines que c'est ton fils ou ta fille qui sont en voyage scolaire à l'autre bout du monde. Tu lui as filé de l'argent de poche, je sais pas moi, 500. Mais là, il a eu un gros problème, il doit se faire opérer. Ça coûte 800 balles l'opération directe. Ouais. Ça, c'est arrivé un vendredi soir. Ouais. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Tu dois attendre le mardi de la semaine après pour envoyer l'argent. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, il y a des trucs qui sont pas possibles dans la vie de nos jours, même si on est au 21e siècle, on est en 2025, on commence à avoir des robots qui font les choses à notre place, l'intelligence artificielle ChatGPT qui devient notre meilleur ami. Et on a toujours des banques qui sont fermées le week-end. on a toujours des transactions qui partent pas le week-end. Voilà, exactement. C'est pour ça la crypto c'est révolutionnaire par rapport à ça. Et mais... ça qui est bien avec la crypto, c'est qu'en même temps, quand tu fais ton virement, tu sais où va ton argent. Alors que quand tu fais un virement bancaire, t'es obligé de demander à chaque fois à ton banquier, t'es sûr que ça a été envoyé à la bonne adresse ? Et puis lui te demande pourquoi est-ce que tu envoies l'argent. Oui, ça, aussi. C'est fou, ça. Aussi. T'es en France, t'envoies de l'argent en Indonésie. Et pourquoi ça vient d'où déjà ? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? À qui tu l'envoies ? Pourquoi tu l'envoies ? Voilà. Oh là, ouais. Justifié. En fait, le truc, c'est qu'en France, en Europe du moins, notre argent ne nous appartient plus. Notre argent ne nous appartient plus. Et en fait, vous savez, c'est depuis qu'il y a eu énormément... Alors, je sais plus, c'est début des années 2000, il y a eu énormément d'argent qui a servi au trafic, qui a été mis dans la société, qui a servi au trafic de l'argent blanchi et tout. Quel trafic ?
illégal. Ok. Trafic de substances illégales, Ok. etc. De l'argent qui a flué dans certains pays. Ça a commencé avec les États-Unis. Les États-Unis qui, pour s'assurer de la venue de l'argent qui rentrait dans leur pays, eh ben, ils ont signé, ça s'appelle le Acte, je sais plus, ça s'appelle le Acte quelque chose. Et en gros, ça oblige toutes les banques à faire un système de KYC pour chacun des clients. KYC, ça veut dire Know Your Customer. Ok ? Et en fait, chaque banque est obligée maintenant de connaître du mieux possible son client. Et c'est connaître le client, mais aussi connaître d'où vient son argent, à quelle fréquence va arriver son argent sur le compte, où est-ce qu'il va sortir son argent, à qui il va l'envoyer, pour quelle raison il va l'envoyer. Les banques doivent connaître tout ça. Sinon, eh ben, elles peuvent se prendre des régulations, des amendes qui sont énormissimes. Donc maintenant, elles sont hyper chiantes avec tout le monde. C'est toutes les banques du monde entier maintenant qui ont imposé ces systèmes KYC, parce que sinon les États-Unis ne voulaient plus commercer avec ces autres banques qui ne faisaient pas les systèmes de KYC. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on se tape énormément de contrôles, qu'on se tape énormément de vérifications, qu'on se fait ban de certains comptes. Moi, je me suis fait ban de Revolut récemment, encore une fois. Je sais même pas pourquoi, je saurais jamais la raison. Mais voilà. Ah, c'est vrai, même moi, je suis fait ban de Revolut. Ouais, pour aucune raison. Ouais. C'est relou. Et surtout quand... En fait, il y a un déséquilibre total entre ce que veulent faire les gens à notre époque là et puis les systèmes qui sont mis en place pour pouvoir aider ces gens-là à faire ce qu'elles veulent. Je m'explique. Nous, on fait du business en ligne. Donc, on travaille sur Internet. Et on voyage pratiquement tous les mois, tous les 2 mois. On est dans un autre pays. On ne sait pas dans quel pays on va être le mois suivant. On n'a pas forcément... pas une seule résidence qui est notre maison où on habite, je sais pas, 9 mois de l'année sur 12 parce qu'on adore voyager, et on fait un métier qui nous permet de voyager. Et c'est comme ça qu'on aime vivre en voyageant, en se sentant libre, en pouvant faire ce qu'on veut, quand on veut, alors qu'on veut, etc. Sauf que, à côté de ça, eh ben, tous les outils qu'on doit utiliser, que ça soit, je sais pas moi, des processeurs de paiement, des comptes bancaires, des choses comme ça, bah en fait elles nous mènent la vie difficile à nous, elles ont pas compris qu'en fait on était des nomades, on n'est pas sédentaires, on est nomades, on est comme les premiers hommes, les hommes préhistoriques, on est des nomades, on a besoin de bouger, on a besoin de voyager, c'est comme ça qu'on aime vivre. Et les banques, ça, elles arrivent pas, elles ont du mal à nous suivre, à accepter les résidences pareilles. Moi je te dis, ce qu'il faut faire, c'est qu'on crée une île et puis on est résident de notre île et puis on a un passeport, un compte bancaire sur notre île et on peut voyager partout et on est tranquille. Ça arrête de nous faire chier avec les impôts, avec les résidences, avec tout ça. Ouais, ça va, ça va, en Asie on est quand même bien en vrai de vrai. Il n'y a pas de contrôle. Enfin, en tout cas, quand j'ai mis mon argent à Bali, j'ai pu retirer plus de 200 000 euros cash, aucun souci. Que tu as déposé à Bali. Ouais, quand j'ai acheté ma villa à Bali, j'ai eu ouais. aucun souci. Dubaï c'est pareil. Ouais. Turquie aussi c'est pareil. Franchement, honnêtement, tant qu'on n'est pas bloqué en France ou je sais pas pour les autres pays d'Europe. Mais... Après, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que chaque pays, en fait, par définition, un gouvernement c'est centralisé. Ouais. Donc à partir du moment où tu as des banques qui sont présentes dans un pays, elles sont contrôlées entre guillemets par le gouvernement et donc tout est centralisé. Donc si demain le gouvernement ou la banque ou je sais pas quoi, il y a un souci, enfin ton argent, même à Bali, même n'importe où, il t'appartient pas. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de pouvoir diversifier, d'avoir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs pays, d'avoir plusieurs exchanges crypto, que ce soit décentralisés ou décentralisés, avoir aussi des comptes bancaires, des coffres-forts en physique, d'avoir des résidences un peu partout. Enfin ça c'est vraiment du cash. Message pour tout le monde, mettez pas tout votre argent sur des exchanges centralisés, soit vous repassez sur plusieurs exchanges centralisés, soit vous mettez sur des trusts, sur un trust wallet. Ou sur une clé sur une Ledger. Et avoir plein de devises en monnaie. Ah, aussi, il y a une chose aussi. Si vous achetez une Ledger, achetez sur le site officiel de Ledger. N'achetez pas sur Amazon comme des cons et au final. Il y a des arnaques sur Amazon. Ouais, en gros, il y a des arnaques sur Amazon où justement tu achètes une Ledger et au final, dès que tu mets ton argent sur cette Ledger, il te la vole. Le mec il te dépouille toutes tes sous. C'est ouf. Mais de toute façon, faire attention parce que le monde est une arnaque. Vous voyez bien sur votre compte bancaire, si vous avez un compte bancaire français, vous voyez bien tous les jours moins 1,33 €. Le jour d'après, c'est moins 2,66. Et tu sais pas pourquoi, frais ci, frais ça. Enfin voilà. Mais c'est pareil, son argent, ouais, c'est ce qu'on a de plus cher. Et du coup, c'est ce que veulent les gouvernements, ce que veulent, ouais. En fait, c'est ce qui fait ce qu'on vaut, nous, par rapport au gouvernement. Exactement. Parce que c'est de notre argent qu'ils vont pouvoir se servir pour
faire encore plus d'argent ou se payer eux-mêmes ou plein d'autres choses. Donc en fait, notre argent, on est en sécurité entre guillemets nulle part et c'est pour ça que vraiment la diversification, c'est quelque chose qui est important. C'est très important, la diversification. L'immobilier, c'est important aussi. Il y en a beaucoup qui sous-estiment l'immobilier, ils disent oui, l'immobilier, il n'y a pas assez de rentabilité par rapport à la crypto-monnaie, par rapport à tout ça. Frère. Oui, bien sûr, c'est pas aussi rentable que la crypto quand ça part en bull run, ça c'est clair et net. Mais après ton bull run crypto, c'est très important de te sécuriser ensuite dans l'immobilier. Ouais, mais c'est très important d'avoir de tout, d'être exposé à des variations différentes sur des actifs qui sont différents, que ce soit des matières premières, parce que mine de rien, on a bien vu que l'or, si tu as de l'or dans un coffre, l'or physique, tu perdras jamais ton argent, enfin c'est le principe de l'or, c'est une valeur refuge. Tu peux investir sur les crypto-monnaies. Selon la crypto-monnaie sur laquelle tu vas investir, tu vas prendre plus ou moins de risques. Le Bitcoin, en vrai, tu prends très peu de risques. Par contre, si tu investis sur le PP, là, tu prends des risques, tu vois. Ensuite, tu as l'immobilier. Et encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vas acheter et où tu vas acheter dans l'immobilier. Ensuite, tu peux investir dans des ETF, dans des actions, dans des fonds d'investissement. Tu peux investir dans des bons du trésor. Tu peux investir dans des produits d'investissement qui sont sortis par certains pays, dans certains pays, comme par exemple la France, le livret A, le PEA, ou voilà, tu peux acheter des devises aussi, c'est bien, c'est un bon investissement aussi. Tu achètes du dollar, tu achètes du yen japonais, tu achètes du dollar australien. C'est bien de diversifier. Après, voilà, ça dépend à quel niveau on est dans la vie et tout. Mais le mieux, enfin, le end goal, comme on dirait le boss de fin, c'est d'avoir vraiment plusieurs passeports, plusieurs visas, plusieurs résidences, plusieurs biens immobiliers un peu partout dans le monde, plusieurs comptes bancaires un peu partout, plusieurs coffres-forts un peu partout, plusieurs wallets avec des cryptos, plusieurs comptes bancaires un peu partout. Voilà, au moins là t'es sécure, t'es tranquille. Parce que c'est vrai qu'on a même vu après le premier mandat de Donald Trump aux États-Unis, il s'est fait débancariser. Président des États-Unis s'est fait débancariser, interdit bancaire. C'est fou quand même. Fou. Toute sa famille, pareil. C'est fou. T'imagines, t'es président des États-Unis, tu quittes tes fonctions, t'es débancarisé. T'as plus le droit d'ouvrir un compte bancaire à Bank of America, à TD Bank, à JP Morgan Chase & Co. T'as plus le droit. C'est ouf. Boum, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. S'il avait pas la crypto-monnaie, il serait fini SDF en fait. Ouais, puis après, Trump, c'est un grand homme d'affaires. Oui, Crois-moi qu'il a des comptes, que ce soit au Caïman, au Panama, ouais. Ici et là, tu vois. Mais c'est quand même chaud quand t'es président des États-Unis, du jour au lendemain, on te bloque tous tes comptes bancaires, on te bloque tout. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais, l'évasion. C'était à cause de quoi? À cause de son entre guillemets coup d'état, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Puis pas mal de problèmes aux tribunaux qu'il a eu auparavant, notamment avec des optimisations fiscales un peu bancales. Voilà, mais c'était aussi à cause de ça, l'évasion ou optimisation, hein, tout dépend, on en parle dans quel sens, évasion fiscale, optimisation fiscale, que les banques américaines ont, au début des années 2000, mis en place KYC, Know Your Customer. Dis-moi toi Pierre, c'est quoi ta stratégie trading? Moi c'est simple. Moi je suis partisan de simplicité égale profitabilité. Donc moi je pourrais te la dire sur les doigts d'une main, ma stratégie c'est actif. Donc la plupart du temps je trade le gold. Bon, à vrai dire je trade un peu tout moi. J'aime bien tant qu'il y a mon setup préférentiel qui apparaît, n'importe quel actif je peux le prendre, mais de préférence le gold. OK, gold. Ensuite je vais choisir, alors bien sûr là, je te donne ma stratégie, je te donne la stratégie la plus simple que j'ai créée. Après, moi, je rajoute quelques facteurs et je bouge de time frame. Mais t'as créé ta propre stratégie? Ouais, j'ai créé ma propre stratégie. Ah ouais. Donc, en soi, c'est choix d'un actif, choix d'une time frame. Souvent, on va partir sur du M5, tu vois. Je regarde le biais. Est-ce qu'on est haussier en M5 ou est-ce qu'on est baissier? Donc, structure de marché. Si on est haussier, je cherche un achat. On est baissier, je cherche une vente. Je vais utiliser l'outil de retracement Fibonacci, prendre le dernier plus bas qui a fait le dernier plus haut si on est haussier, pour attendre un retracement dans la zone OTE, sur les 50% de ma zone OTE, pour pouvoir entrer là-dedans, puis chercher une continuation de la hausse, tout simplement. Et vice versa, si on est baissier, donc je pars du plus haut, je trace jusqu'au plus bas, je rentre sur les 50% de ma zone OTE à la vente, boum. Et puis voilà, c'est ça. Alors après, pour aller un petit peu plus loin dans ma stratégie, je peux rajouter des confluences comme... Dans ma zone OTE, est-ce qu'il y a un order block? Est-ce qu'il y a une FVG? Est-ce qu'il y a un breaker? Est-ce qu'il y a une prise de liquidité? S'il y a, bon bah ça me rajoute une confluence en plus, une confirmation en plus.
j'adore, ça me donne encore plus de probabilité pour aller chercher le TP. Et ensuite, je peux aller encore plus loin en jouant avec les différentes time frames pour trouver peut-être des biais, pour trouver d'autres zones, entre guillemets, pour prendre position. Mais en soi, ma stratégie, c'est celle-ci. Tu vois. Pas mal, franchement, honnêtement, elle est propre ta stratégie. Ouais, toujours trader dans le sens de la tendance. Comme on sait en trading, la tendance est notre meilleur ami. Donc moi, je vise toujours de trader dans le sens du biais, toujours être dans le sens du biais. Et en fait, ça, c'est des trades. C'est une stratégie qui me permet d'avoir un risk-reward de 2 environ sur chaque trade. Donc c'est très bien. Ça, c'est excellent. Un risk-reward de 2, c'est excellent. C'est excellent, ouais. C'est excellent. Et toi, c'est quoi ta stratégie ? Moi, ma stratégie trading, c'est du SNR. Ok. C'est SNR. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en podcast. Et moi, contrairement à toi, j'ai pas un risk reward de 2. J'ai un risk reward de 1 pour 1. Je risquais $50 pour gagner 50. Je risquais $100 pour gagner 100. 1000 pour gagner 1000. Tout simplement pourquoi ? Parce que je préfère avoir un taux de réussite beaucoup plus élevé. Parce que psychologiquement, c'est beaucoup mieux, tu vois, de trader avec une bonne psychologie. Parce que je pense que ce qui est le plus important en trading, c'est la psychologie. C'est le biais numéro 1. Si t'as pas de bonne psychologie, tu seras perdant sur du long terme. Et aussi, j'ai une grosse communauté qui me suit. Et il y a beaucoup de débutants qui me suivent. Donc, je pense que pour eux, trader avec un risk reward de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, ça peut être difficile psychologiquement s'il y a des trades qui sont perdants. S'il y a trop de trades perdants. Donc, c'est mieux d'avoir un risk reward de 1 pour 1 et d'avoir un bon taux de réussite. D'ailleurs, dans tous les cas, ils sont rentables, ils sont gagnants parce que j'ai un taux de réussite de 90%. Donc ils sont largement gagnants, même avec un risk reward de 1 pour 1. Oui, moi je suis totalement d'accord avec toi. Après, je te poserai une question sur ta stratégie SNR, mais là je vais revenir vite fait sur les risk rewards. C'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai fait une vidéo l'autre jour pour en parler. Ouais. Le risk reward de 1, je trouve que c'est le RR parfait pour commencer à être rentable en trading. Voilà. Et même pour rester rentable en trading sur le long terme. Le risk reward de 1, c'est vraiment génial parce que regarde. Maintenant, on va dire que tu vas prendre 100 trades. Voilà. Et comment savoir comment tu vas les prendre ces 100 trades ? Tu vas prendre une pièce que tu vas flip en l'air et quand elle va retomber, si c'est pile, t'achètes, si c'est face, tu vends. Toujours avec un RR de 1 pour 1. Donc c'est pile, t'achètes, là tu ouvres ton graphique, t'achètes. Tu verras que sur 100 trades, tu auras un win rate d'environ 50%. Allez, ça sera entre 45 et 55%. Si la chance a été avec toi sur cette série de 100 trades, tu vas être au-dessus des 50%, tu vas être rentable. Si la chance a été contre toi, tu vas être légèrement en dessous les 50% et tu vas être en légère perte. Mais c'est le principe. Sur 100 trades, en flippant, en mettant au pif, parce que t'as une chance sur 2 que ça TP, tu vois, avec un RR exactement, de 1. Voilà. Et donc, t'as juste à ajouter une toute petite confluence, un tout petit edge, une toute petite confirmation dans ton sens pour prendre ce trade. Et là, tu vas voir que ton risk reward, il va passer à 55, 60, 65, 70, voire 75. Bon, après, voilà, ça dépend, mais il va être à chaque fois supérieur à 50%, à 55%. Et avec un RR de 1, il suffit juste d'avoir un win rate supérieur à 50% pour être rentable. Bon, légèrement supérieur à 51% si tu comptes les frais, les commissions de trade, les spreads, etc. Donc tu vois, mais atteindre les 60-65% comme ça, et tu vois, ma stratégie, elle est parfaite parce que je trade toujours. Moi aussi, je peux la trader, je la conseille. En fait, ma stratégie, quand je la conseille à des personnes qui apprennent le trading, je leur dis, ou qui ont un petit capital, focus RR de 1, RR de 1, RR de 1. Parfait. Parce que c'est vrai que c'est pas bon. Les gens, ils ont l'impression que s'ils ont moins de 50% de win rate, ils sont nuls en trading, ils aiment pas, ils se tapent plus de pertes et du coup ça peut les amener à prendre des mauvaises décisions et à faire des pertes encore plus bêtes et tout. Donc c'est le top du top. RR de 1, moi ma stratégie c'est la tendance, je rajoute un truc, la zone OTE, plus des fois si je peux l'order block, et alors là parfait, j'ai plus de 75% de risk reward avec ça. Et c'est largement suffisant pour être rentable. Ensuite, pour faire encore plus d'argent en trading, c'est un jeu de levier, effet composé. Plus tu as un gros capital, plus tu vas pouvoir faire de l'argent quoi, en gardant le même risque par trade. C'est ça qui est génial. C'est exactement ça. C'est ça qui est génial. C'est exactement ça. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça, mais en fait, c'est juste de la logique. Il y en a plein qui pensent que pour être un vrai trader, il faut avoir un record de 1 pour 10. 1 pour 15, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Plus les traders veulent avoir un gros risk reward, plus ils finissent par abandonner le trading et à arrêter et à être dégoûtés. Et c'est pas bon du tout pour la psychologie, pour les résultats, pour le track record, tout ça, c'est pas bon du tout. Je suis partisan aussi du RR de 1. Je trouve ça excellent. Et je comprends pas les gens qui
qui n'y vont pas, ou je comprends pas non plus les gens qui veulent se compliquer la vie, à prendre 300 000 stratégies, à vouloir ajouter ci, ça et ça. Si t'es rentable, c'est bon frérot, t'as pas besoin de chercher plus. Et ouais, plus vous allez simplifier votre stratégie, meilleur vous allez être. C'est pareil, c'est la mode en ce moment, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de jeunes traders ouvrir un compte sur les réseaux sociaux et dire que en trading, la technique ne fonctionne pas, il n'y a que la fondamentale qui fonctionne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant, ça. Fonda ou technique? La technique en priorité. Pour moi, c'est ça la priorité. La fonda en plus. Ouais. La fonda, dans tous les cas, il y a des manipulations, donc tu peux compter sur la fonda. Ouais, puis même, ça dépend beaucoup du style de trading. Si vous faites, par exemple, un trader qui va faire du swing trading, qui va rester en place plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois potentiellement. Forcément, fonda, tu te places dans le sens de la fonda. Si par exemple les États-Unis sont en train, si comme ces derniers temps Jérôme Powell est en train de penser à baisser les taux d'intérêt, donc forcément le dollar il va perdre en valeur, donc forcément sur du long terme jusqu'au résultat des taux, tu as plutôt un biais qui va être baissier sur le dollar, tu vois. Voilà. Et vice versa. Mais si tu trades à la journée, ou si tu fais du scalping, ou tu trades à la journée, qu'est-ce que tu t'en fiches, quoi? Ça impacte pas vraiment. Alors, c'est toujours bien de le savoir. Si tu fais du day trading, tu trades à la journée. Bon, par quoi est motivé le marché pour aller chercher plus haut? Genre, par exemple, le gold. Tiens, hier, il y a eu un bombardement d'Israël contre l'Iran. Bon, c'est ça qui fait que le marché explose à la hausse. Donc, on va continuer à viser des achats. Tu vois que le marché, il est haussier techniquement. Et tu te places sur, je sais pas, des retracements, ou tu te places selon tes confirmations techniques. Mais en soi, c'est pas la fonda qui a fait que... Et Trump, c'est un vrai manipulateur, on va pas se mentir. Les tarifs douaniers, c'est vraiment une grosse blague ce qu'il a fait. Trump aime bien, ça c'est du délit d'initié. C'est clairement du délit d'initié. Il a vraiment fait en sorte de faire craquer les crypto-monnaies pour acheter au maximum en bas. Donc là, ça manipule. Ça aussi, c'est une bonne question. Beaucoup disent qu'il n'y a pas de manipulation sur les marchés. Alors, pour la fondamentale, moi je dis c'est super intéressant la fondamentale de savoir ce qui se passe, parce que c'est ça qui te permet de comprendre pourquoi est-ce que le marché est haussier dans le fond ou baissier dans le fond. Donc c'est important. Et aussi de savoir quelles vont être les news fondamentales, par exemple du jour, qui vont impacter les marchés au moment où tu vas trader. Mais sinon, technique pour rentrer. Enfin, je pense que tu peux être rentable avec la technique et sans la fonda. Mais tu peux pas être rentable qu'avec la fonda et sans la technique. Je suis totalement d'accord avec toi. Ou à part si tu fais de l'investissement hyper long terme, mais bon, là on parle plus vraiment de trading. Et concernant le scalping, t'en as pas du tout besoin de la fonda. Enfin, qu'est-ce que tu t'en fous? Moi, avec ma stratégie, je suis le biais M5. Moi, tu regardes pas la fonda, on regarde pas la fonda. En vrai, moi, ça m'intéresse la fonda. J'adore ça et je conseille parce que ça m'intéresse. Pour du long terme, surtout tout ce qui est macro, voilà. Surtout pour du long terme, quand tu achètes des actifs sur du long terme, la fonda, c'est important. Et puis même, c'est le monde qui nous entoure. Donc, c'est super intéressant parce qu'on comprend l'économie du pays dans lequel on vit, dans lequel on est, du système bancaire, du système monétaire, tout ça. Maintenant, je regarde de plus en plus la géopolitique. Avant, je regardais moins, j'étais plus concentré juste trading en mode technique. Mais maintenant, je regarde beaucoup plus la géopolitique par rapport à avant. Et honnêtement, si ça rend dépressif, on va pas se mentir de regarder la géopolitique tous les jours. On va pas se mentir, les gars. Ouais, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Après, oui, c'est très intéressant. Tu comprends plein de choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ouais, tu comprends comment fonctionne l'argent, comment fonctionne le système dans lequel on vit. Voilà, exactement. Tu comprends pourquoi le monde est... Et pourquoi on est dans un monde capitaliste et pourquoi est-ce que ça ne changera pas. Ouais, ça va pas changer du tout. Ça ne changera pas, bien au contraire. Donc ça t'aide à comprendre ça. Et puis c'est bien parce que tu comprends des mouvements sur les marchés. Genre, par exemple, l'autre fois, je suis en live avec ma communauté, donc on trade l'après, mais d'un coup, je sais pas pourquoi, t'as des mèches du futur sur le dollar, sur le gold, sur l'euro USD et tout. Et je savais pas pourquoi, tu vois. Et là, je regarde un peu le flux d'informations qui vient de sortir. Et là, c'est Donald Trump qui vient de faire une déclaration, ou Bowman, un membre de la Fed, qui vient de faire une déclaration concernant les taux d'intérêt. Et donc là, boum, t'as une dynamique qui change sur le marché. Encore une fois, ça va dépendre de la time frame. Et là, je parle des plus petites time frames. T'as la dynamique qui va changer, qui va pricer le dernier move qu'il y a eu. Et tu vois, t'es au courant, donc boum, tu le sais, tu sais ce qui s'est passé, tu sais pourquoi il s'est passé ça. Et tu sais, t'arrives à mieux anticiper à quel moment le cours va reprendre potentiellement sa direction de fond, ou si est-ce que c'est un événement qui va impacter la tendance de fond et du coup que ça va potentiellement changer de tendance. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même relativement intéressantes.
Pierre, c'est quoi la prochaine supercar que tu vas acheter? La prochaine supercar. Bah, je sais pas, j'hésite entre un jet ou alors un yacht. On parle de supercar, je parle de voiture, frère. Ouais, mais je suis dans le futur, moi. Supercar, alors je pense que la prochaine que j'achèterai sera le Cybertruck. Le Cybertruck. Ouais. Pourquoi le Cybertruck et pas une autre voiture? Parce que toutes les autres voitures, tout le monde en a déjà plein. Je vois très peu de monde avec un Cybertruck. La Cybertruck, elle coûte combien? À Dubaï, ça coûte 82 000 euros. Ah ouais? Un Ouais. Cybertruck? Ouais. 82 000. Ouais, 82 000 euros, ouais. Franchement, Cyberbeast, ouais. Pas mal. En vrai, le design, il est un peu en mode apocalypse. Enfin, je trouve, hein, le Cybertruck. Non? Ouais, j'aime bien, c'est pour ça, c'est assez original. Je trouve que ça a de la gueule. Et j'en vois très peu de monde avec. À vrai dire, moi, j'aime bien les mêmes supercars que tout le monde a, tu vois, mais... Ouais, mais ça fait un peu chier, tu vois, d'acheter une supercar pour que tout le monde ait Ouais, la même. ça y est, Surtout tout à le monde a Dubaï. la même et tout, à Dubaï et tout. En France, c'est pas le cas, mais à Dubaï, c'est vraiment le cas en fait. Ouais, Tout le monde a ouais. les mêmes voitures, c'est chiant. Ouais, Tout le monde a le c'est ça, Clash G, ouais. tout le monde a le Urus, tout le monde a. Ouais, Ah, vas-y, c'est bon, tout le monde frère. a une Lambo, Voilà. tout le monde a une Féfé, tout le monde a une McLaren. Enfin, t'en vois partout, y a rien de spécial à en avoir une, quoi. Exactement. Limite, moi, à Dubaï, tu sais quoi, je prendrais, tu sais, les vieilles Twingo. Parce que moi, je suis sûr que personne n'en a. Je serais le seul de Dubaï à avoir les vieilles Twingo, la peau de yaourt avec les deux gros yeux à l'avant, comme ça. J'avais très couleur fluo. Non, ça peut être pas mal, ouais. Préfère me faire conduire plutôt que de conduire. Ouais. Je trouve que le risque-reward de conduire, si t'as un accident, si tu renverses quelqu'un, les coûts liés à ta voiture, bref, tout ça, tout le tralala, bien ça ne vaut pas, ça ne vaut pas le coup, tu vois. Comparé à aller sur son application Uber ou Grab, commander son taxi, il arrive devant chez toi en 3 minutes, tu montes dedans, t'as un trajet, je sais pas, moi, de 30 minutes, tu peux bosser, passer des appels, faire des trucs. Je vois que c'est beaucoup plus productif. J'avoue que C'est beaucoup plus productif. quand t'as un chauffeur, c'est beaucoup plus productif. Ouais. Après, maintenant, il y a des voitures maintenant qui peuvent conduire, Oui, genre la Tesla. Mais t'as pas le droit de le faire partout. Il y a la Tesla, mais il y a il y a la voiture chinoise aussi. C'est laquelle? BYD. Non, c'est pas la BYD. Neom. C'est Xiaomi là, SU7. Ah, les Xiaomi, ouais. Xiaomi SU7, c'est une supercar chinoise Ouais, mais le problème, c'est que qui peuvent conduire tout seul. pour l'instant, en Europe, l'Union Européenne ne veut pas importer de voitures Ouais. chinoises. Ouais. Ils veulent donner priorité aux marques françaises. Marque française ou américaine quoi. Ouais, bah avec les derniers accords, les derniers tarifs, ouais, aux marques américaines. Alors que les voitures chinoises sont de large meilleure qualité que les voitures françaises. Hein. Vous prenez une électronique Xiaomi, le Xiaomi ou une BYD, vous comparez ça avec les Peugeot ou avec les, je sais pas moi, Citroën. Je sais pas, il y a quoi d'autre comme marque française? Citroën, Peugeot, enfin bref, voilà. Vous verrez la différence, elle est énormissime. Ouais. Énormissime. Les voitures chinoises sont clairement dans le futur. Et en plus à des prix abordables. En plus, à des meilleurs prix. Mais bon. Bon après je sais que si demain c'est en France, il y aura des grosses taxes pour... Ouais, il y aura plein de taxes justement. Bah oui, il y a plein de taxes, oui, sur les voitures chinoises, sur toutes les voitures venant de l'extérieur. Mais après, d'un côté, c'est pour favoriser le marché français. Donc, on est un peu nationaliste là-dessus. Et ça, c'est pas mauvais parce que sinon, on tuerait les marques françaises. Et puis, c'est bien dommage. On doit s'entraider. On doit être un peu chauvin et puis s'entraider. Parce que si les voitures chinoises arrivaient sur le marché européen avec zéro règles, zéro taxes, zéro régulation, rien du tout, mais elles exploseraient. Les voitures sont de meilleure qualité, sont dans le futur, on peut faire beaucoup plus de choses et elles coûtent beaucoup moins cher. Ouais, c'est vrai que c'est... Niveau confort, c'est incroyable. Bah ouais. Mais bon, voilà, pour l'instant, ouais, c'est pas dans l'intérêt de l'Union Européenne de laisser toutes ces voitures chinoises arriver. Mais ça viendra, hein. Moi, la dernière fois, j'étais au Danemark. Dans les pays du Nord, tu sais, où la transition écologique se fait beaucoup plus rapidement que dans les pays d'Europe du Sud, tout simplement, ou d'Europe de l'Ouest, hein, France, Espagne, Portugal, etc., Italie. Les mœurs ne sont pas vraiment les mêmes non plus, mais j'étais en Norvège. En Norvège, toutes les voitures, pratiquement, sont des voitures électriques. Il y a des marques chinoises qui sont là-bas. J'ai découvert une marque chinoise là-bas et qui font des voitures qui sont incroyable. T'es assisté par l'intelligence artificielle, par un petit robot qui t'aide qui aide la voiture, qui est la voiture. La voiture est un robot. La voiture n'est pas un engin. La voiture
est doté d'une intelligence artificielle qui permet de te donner la meilleure expérience possible lorsque tu es à l'intérieur. Ah, c'est vraiment génial, que ce soit sur GPS, les sièges, confortabilité, musique, film, tout ça, la conductabilité, je sais pas si ça se dit conductabilité, mais en gros c'est la qualité de conduite que tu peux avoir à bord du véhicule. Non, frère, la qualité elle est incroyable. Les voitures chinoises, c'est vraiment le turfu. T'as l'impression d'avoir besoin de plus rien faire. T'as plus de stress. T'as plus de stress, de panique, quoi que ce soit. Hop, t'as un bouton automatique. La voiture elle conduit toute seule, elle se garde toute seule même. Elle se garde toute seule, ouais. Elle se garde toute seule. J'ai vu des darons, la vérité, des vieilles qui roulaient en Xiaomi S7. Elles se garaient. Elles laissaient la voiture ouverte. Elles sortaient. Et la voiture se garait toute seule. Génial. Automatiquement, il n'y avait aucun souci. Il y a même une autre voiture là, la U8. C'est un genre de 4x4 qui peut même se conduire dans l'eau. Ah ouais? Ouais. Ah, je crois que j'ai vu une vidéo. Ouais, j'ai vu une vidéo, ouais, c'est génial. Ouais. Bon, après, génial. c'est des gadgets supplémentaires. Ouais. Je sais pas trop quand je vais avoir besoin. Quoique, en Bretagne, il pleut beaucoup. En France, en Bretagne, il pleut beaucoup. Des inondations, quoi que ce soit, hop, tu peux conduire cette voiture. Ah, Il y a ouais. Dubaï, il y a eu une grosse inondation, t'avais cette voiture là, t'as fait aucun souci. C'est tranquille, bah tiens, c'est exactement la voiture que je vais prendre. La U8, un Ouais. gros 4x4 là. Du coup, Pierre, parle-moi un peu de toi. Tu utilises des propres firmes ou pas? Ouais, moi je suis fonds propres et propre firme. Je trouve que l'assemblage des deux, ça vient le setup parfait, ça devient le setup parfait. Du moins, je suis beaucoup plus quand même en fonds propres qu'en propre firme parce que maintenant j'ai l'argent, j'ai un capital fonds propre qui est quand même assez élevé et du coup, en prenant très peu de risques, j'arrive à me dégager de très bons profits. Mais je conseille les propres firmes à tout le monde. C'est un excellent moyen de pouvoir générer de l'argent et d'utiliser l'argent généré par les propres firmes pour se constituer un gros capital en fonds propres pour à l'avenir pouvoir trader principalement en fonds propres avec un gros capital et donc en prenant très peu de risques mais en faisant de gros gains. Voilà. Ok. C'est un très très bon levier que je conseille à tout le monde. Alors je conseille pas aux débutants, je conseille d'ailleurs, moi j'ai un plan d'ailleurs que je donne à tous les membres de ma communauté pro concernant les propres firmes. C'est un sacré levier mais attention, ce n'est pas l'objet en or, l'objet brillant qui va leur permettre de devenir millionnaire grâce au trading du jour au lendemain. Absolument pas, parce que ça a des points négatifs, mais ça a aussi quelques points négatifs les propres firmes. Donc moi ce que je conseille c'est de débuter avec un capital par exemple de 300-350 € le trading, faire sa stratégie, enfin trouver sa stratégie en gros, s'assurer qu'elle fonctionne, s'assurer qu'on la comprenne, qu'on arrive bien à la mettre en place et à générer des gains et être rentable et régulier avec sur plusieurs mois, tu vois. Qu'on arrive à se faire son plan de trading, à respecter son plan de trading, qu'on arrive à adopter une bonne gestion des risques, une bonne gestion du money management, tu vois. Une fois qu'on a tout ça et qu'on arrive à gérer notre argent, notre capital de 300-350 € sur les marchés, et ben là ensuite on passe en propre firme. Ce que je conseille c'est des comptes de 100K, 100K, 200K, 400K, et c'est de se faire une ferme de propre firme. Donc d'avoir plusieurs comptes propre firme chez plusieurs propres firmes différentes et de prendre des trades différents, de regrouper ces comptes en ferme et sur chaque ferme prendre des trades différents, tu vois, pour diversifier, les valider, les avoir financés, tous ces challenges de toutes ces fermes entre guillemets. Okay. Là je parle sur du un petit peu plus long terme, tu vois. Au début bien sûr on commence avec un compte, on le valide, financé, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Et d'avoir plusieurs fermes, propres firmes qui vont générer de l'argent tous les mois et cet argent là prendre une partie pour le réinvestir dans de nouveaux challenges, une partie à mettre sur le compte fonds propres et une partie pour pouvoir vivre, pour pouvoir se payer, tu vois. Et tu recommandes quelle propre firme? Alors la propre firme que je recommande actuellement c'est Wales. Wales Capital Funding, c'est selon moi la meilleure propre firme du moment. Il y a eu énormément d'arnaques dans les propres firmes, énormément de propres firmes qui du jour au lendemain ont inventé des règles sans queue ni tête pour éviter que les gens payent out ou deviennent financés. Wales c'est une propre firme qui a seulement deux règles. Une règle de stop loss, donc tu es obligé de trader avec un stop loss, donc logique, le stop loss c'est pas je veux dire, si tu trades sans stop loss, courage quoi. Bon courage, exactement. Et ensuite l'autre règle c'est règle de cohérence des gains, donc en gros tu peux pas faire 40% de ton objectif sur une seule journée, donc c'est pour lisser, pour que tu sois un vrai trader et que tu le fasses pas ton objectif ou ton payout ou autre
sur un coup de chance, sur une annonce économique ou autre. Parce qu'avec Whales, tu as le droit par exemple de trader les annonces économiques ou autres. Donc tu n'as que ces deux règles-là, ensuite tu as des faibles t'as des spreads très faibles. Et la grosse différence aussi, et moi que j'ai adoré, c'est la plateforme de trading. C'est pas sur MetaTrader, c'est sur TradeLocker. Okay. Et je comprends pas, à partir du moment où j'ai mis le pied sur TradeLocker, je me suis dit mais je comprends pas pourquoi TradeLocker ce n'est pas beaucoup plus connu. Pourquoi les gens n'utilisent pas beaucoup plus TradeLocker. C'est 10 000 fois mieux que MetaTrader. T'es genre directement sur le graphique TradingView. Donc tu peux directement faire ton analyse sur ton graphique, préparer ta position sur ton graphique et puis prendre ta position directement. Et en fait, t'as un petit... Risk reward. Ouais, voilà, t'as un petit endroit où en fait tu peux gérer ton risque, où tu peux prendre ton trade. Et en fait, tu peux mettre que sur ce trade-là, tu veux risquer 1% de ton capital. Et ensuite, ton stop loss, tu vas le prendre, tu vas le bouger. Et ça va calculer automatiquement. Ça te dit exactement combien tu vas perdre et combien tu vas gagner. Par rapport à ce que tu souhaites risquer. Ça c'est bien, ça c'est vraiment. T'as juste à appuyer sur le bouton ensuite. Moi personnellement, j'ai encore jamais utilisé TradeLocker, je suis quand même un vieux qui est toujours en mode MetaTrader 4. Allez, je suis passé au 5. Mais ouais. C'est un grand pas. C'est un grand pas, pour moi c'est déjà un grand pas. Donc pour moi, ça va être un peu compliqué de passer sur TradeLocker, mais je pense que c'est adapté même pour les débutants. En vrai de vrai, ça doit être adapté. TradeLocker, c'est hyper adapté pour les débutants. Et puis la propre firme Whales est un support français. Donc, t'as un numéro de téléphone, tu les appelles, ou que tu sois dans le monde, tu les appelles. Moi, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de les appeler, parce que j'avais une question ou parce que, enfin voilà. Je les appelle, et direct, j'ai quelqu'un qui me répond au téléphone et qui règle mon problème directement au téléphone. Tandis que je sais que j'ai eu des soucis avec d'autres propres firmes, où pour avoir réponse sur quelque chose qui s'était passé sur mon compte de trading, bah, j'ai jamais eu réponse, quoi. C'est à non plus finir. Donc il n'y a que celle-là que tu recommandes ou il y en a d'autres? Moi personnellement... Alors j'ai celle-là en numéro 1, selon moi c'est la meilleure à l'heure actuelle. Après il y en a une autre qui est intéressante, ça s'appelle YouFunded. Et ça c'est une plateforme qui est... en fait tu as déjà un compte financé. Donc ça c'est bien, c'est une plateforme extrêmement sérieuse. T'as directement ton compte financé. Par contre forcément les les comptes coûtent beaucoup plus cher vu qu'ils sont déjà financés. Genre t'es sur du 1500 € pour un compte à 45 000 déjà financé. Wow. T'es obligé de trader sur ordinateur. Leur application n'est pas disponible sur téléphone. Et en fait t'es bloqué dans ton levier. Donc par exemple avec un compte de 45 000 $, sur le gold, tu peux prendre un lot de 0,3 ou 0,4 maximum. Je crois que c'est 0,4. T'as un levier de combien? Bah justement, je crois que c'est un levier de 5 ou quelque chose comme ça. Levier de 5 ou levier de 10. Okay. Donc c'est un très faible levier, donc c'est pour ça que t'es pas autant libre. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça t'empêche de faire n'importe quoi. Tu peux pas cramer ton compte sur un trade, tu vois. Même si ton stop loss il est de 500 pips, tu peux pas, c'est pas possible. C'est fait en sorte pour que tu ne crames pas ton compte. Et ça, c'est une propre firme et qui est du côté des traders et pas contre les traders. Parce que la plupart des propres firmes, faut se le dire, leur objectif, et je le comprends, parce qu'encore une fois, c'est des entreprises. Et l'objectif de n'importe quelle entreprise, c'est de faire de l'argent. Mais le problème de 98% des propres firmes, c'est qu'elles ont voulu se faire de l'argent, pas avec les traders, mais contre les traders. Quand tu arrives sur le marché et que tu dis que ton produit il est censé aller dans le sens des traders, que tu es censé aider les meilleurs traders à gagner de l'argent, etc., alors qu'au final, tu leur coupes les ailes en plein vol à tes traders, tu mets des règles, quand tu vois qu'ils réussissent à passer ces règles, bah non, en fait, tu mets des règles encore plus dures, tu les empêches de payout, tu les empêches d'être financés, tu les empêches, tu crées des mèches de nulle part qui vont gifler leur compte, qui vont cramer leur compte, tu vois. Et que tu te dis proche des traders, du côté des traders, non, absolument pas, t'es contre les traders. Tandis que bah là, Whales, c'est du côté des traders, tu vois, c'est là pour récompenser les meilleurs traders. Vous inquiétez pas, il y a tellement de mauvais traders que ces entreprises propres firmes peuvent gagner de l'argent. Mais j'en veux un peu à toutes ces propres firmes qui n'ont pas su honorer leurs promesses qui étaient d'être du côté des bons traders, qui se sont mis vraiment contre tous les traders, tu vois. Elles auraient très bien pu gagner énormément d'argent en laissant quand même la porte ouverte aux bons traders, mais non, elles ont eu les yeux plus gros que le ventre, elles ont voulu faire encore plus d'argent, et du coup, elles ont même volé l'argent des bons traders, tu vois. Et ça, je leur en veux énormément à ces propres firmes, parce qu'il y avait pas mal de propres firmes qui, sur le papier, quand elles sont sorties, étaient géniales, étaient excellentes, mais sont parties en couille parce qu'elles voulaient une part du gâteau qui était beaucoup trop grosse. Elles n'ont pas su se rassasier de ce qu'elles avaient déjà, alors que ça fonctionnait déjà. Et au final, elles ont perdu en qualité, elles ont perdu en confiance. Et moi, par exemple, elles m'ont perdu. Je capte. Tu vois ?
Je vais pas citer de nom de propres firmes, mais il y en a plein de propres firmes qui peuvent se reconnaître. Après, moi, sinon, il y a la firme Raise My Phone que j'ai bien kiffé aussi, qui ont fait des payouts. Moi, j'ai aucun souci avec eux. Non, Raise My Phone, MP5. oui, c'est bien, mais après, voilà, ça fait partie des propres firmes aussi qui ont mis des règles. Alors, au début, ils ont ouvert, c'était A, et puis après, il y a eu cette règle, ils se sont transformés, une autre règle, une autre règle, une autre règle, une autre règle, et puis maintenant, enfin, ce qu'on a eu à la sortie et ce qu'on a maintenant, enfin, c'est quelque chose qui est totalement différent, tu vois. Combien de fois, moi, j'ai plusieurs personnes de ma communauté qui se sont fait fermer les comptes qui étaient financés, tu vois, à cause de règles qui, à la base, n'avaient pas lieu d'être, qui ont été rajoutées, tu vois. Et moi, j'apprécie pas trop ça chez les propres firmes. C'est à partir du moment où tu ouvres, où ton business model, tu l'as imaginé comme ça, bah tu le respectes. Enfin voilà quoi, tu peux pas tout modifier à chaque fois parce que comment nous on peut prévoir? C'est pas possible, tu vois. Donc une fois ok, deux fois ok, trois fois bon après bon c'est trop quoi. Après toi en tant que trader tu dois à chaque fois refaire ton plan, revoir ta stratégie, revoir ta façon de trader pour que ça soit en adéquation avec les règles de la propre firme. C'est pas la seule propre firme, Raise c'est une très bonne propre firme aussi, elle est loin d'être parmi les pires, mais il y a 2-3 petits trucs qui ont fait que Raise, voilà, c'est pas celle que je conseille à tout le monde en numéro 1, tu vois. Je conseille d'abord Wells, c'est vraiment révolutionnaire cette propre firme. J'ai encore jamais testé, donc je vais voir. Teste, prends un compte et teste, ça te coûte rien, franchement. Je suis sûr qu'après, t'en parleras, tu seras content, t'en parleras. Moi, j'ai testé comme toi, on m'en a parlé, je me suis dit, bon, c'est quoi encore cette arnaque, c'est quoi encore ce truc, une nouvelle propre firme qui arrive. Vas-y, on en a déjà vu des centaines arriver ces derniers temps. J'ai été contacté par 50 000 propres firmes qui me promettent monts et merveilles. Et la plupart d'entre elles me proposent directement d'arnaquer ma communauté avec les validations où ils appuient sur un bouton et des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, moi je tombe pas là-dedans, je fais très attention à ce que je propose à ma communauté en termes de service, je fais attention à ce que ce soit pas de l'arnaque parce qu'après ça me retombe dessus dans tous les cas. Exactement, après au final ça te retombe dessus nous retombe dessus au final alors que nous on n'a rien à voir là-dedans quoi. Ouais, donc non, j'ai pris la décision moi dans un premier temps de tester la propre firme Wells pour me faire mon propre avis, pour voir ce que c'était, ce que ça donnait avant de le mettre en avant au sein de ma communauté. Maintenant je l'ai mis en avant au sein de ma communauté, il y en a beaucoup qui sont partis sur Wells et j'ai que des retours positifs, donc ça fait plaisir, tu vois. C'est le plus important, c'est d'avoir des bons retours. Ouais, j'ai eu des propres firmes qui m'ont contacté et qui sont très connues et il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui les mettent en avant. C'est des propres firmes où moi ils viennent me proposer, ils me disent vas-y envoie ta communauté chez nous, tu vends des validations, des passages, tu nous envoies le numéro de compte, nous on appuie sur un bouton, on valide, et comme ça toi tu te fais payer et tout. Mais ça c'est des propres firmes qui ne payent pas, qui veulent juste gagner beaucoup d'argent, et un jour ou l'autre quand ils auront estimé avoir gagné assez d'argent, ils vont tout couper, ils vont disparaître, ils vont se casser avec le sac, donc faites très attention. Et dis-moi, c'est quoi ton top des pays que tu kiffes le plus? Allez, pour trader surtout. Moi encore une fois, comme je t'ai dit au début du podcast, le décalage horaire ça m'importe très peu, je sais comment m'organiser. Allez, t'as le choix, allez. États-Unis, je vais te dire aussi des pays où j'aimerais vivre, où je me verrais vivre, tu vois. États-Unis. Où ça aux États-Unis? Parce que les États-Unis c'est grand. Moi ça serait entre Miami et New York. New York ça me chaufferait pas du tout. New York c'est génial. Frère, ça a l'air d'être la poubelle, frère. T'as déjà été là-bas? Non, mais je vois des vidéos. Moi je te dis un truc, ne parle pas de New York tant que t'as pas mis un pied là-bas. Parce que le jour où tu mets un pied à New York, tu te rends compte de la grandeur de la ville et tu te rends compte du fait que tu vas sûrement vouloir revenir et passer beaucoup plus de temps à New York. On est chacun différent, mais moi en tout cas je suis amoureux de New York. Okay. Moi entre New York et Miami, je peux te dire que si je peux avoir le penthouse à New York avec vue sur Manhattan et la petite maison derrière aux alentours de South Beach à Miami, alors là je serai au max du max. Donc t'as New York, t'as les États-Unis. Donc New York premier avant Miami? Non, les deux pareils, pareils. Non, allez, numéro 1 entre Miami. Non, il faut utiliser le numéro 1. Le numéro 1 entre Miami et New York. Ouais. J'ai vécu 1 an à Miami, j'ai adoré ma vie là-bas. Je vais mettre en numéro 1 Miami pour vivre, ok. Mais avec beaucoup de week-ends à New York, ça je peux te le dire. En dessous la Colombie, ensuite, après États-Unis, Colombie. J'adore ce pays, la Colombie, c'est génialissime. Ensuite, j'adore l'Espagne, Barcelone et Madrid. J'adore ces deux villes, je trouve que l'Espagne, c'est incroyable. Et ensuite, je vais te dire Bali.
Ok, Bali, Ok. mine de rien, c'est cool, c'est bien d'habiter là-bas. Et ensuite, j'ai peut-être une autre place, quoi, pour La 5e, mon allez. petit doigt, là, pour un 5e. J'ai une petite place. Faut que j'aille encore visiter quelques pays. Mhm. Ça sera sûrement. Ça risque d'être potentiellement. Alors, pour l'instant, je mettrais peut-être une île paradisiaque. Je me tâte entre Malte et Koh Samui, tu vois. Une petite île, dans ce sens-là. Bon, paradisiaque, Malte, il n'y a pas de plage de fou furieux. Mais voilà, vous m'avez compris. Mais à voir, je sais pas, le Japon, la Corée, à voir la T'as Chine, pas fait la Malaisie aussi, toi. T'as pas à voir fait- la Malaisie, ouais, pour cette 5e place là. Mm. Vraiment des pays. Et toi, tu mettrais quoi dans les 5 pays? 5 pays. Dans mon top 5, je mettrais la Malaisie en premier. Kuala Lumpur, Langkawi, un truc comme ça. En deuxième, je mettrais. En numéro 2, je mettrais. J'aimerais bien. Ouais, l'Espagne, j'ai bien kiffé en vrai de vrai, hein. C'est stylé l'Espagne. En fait, le seul point négatif de l'Espagne, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est la bouffe. À Pourquoi? part les paellas, y a rien en termes de bouffe, ils sont pas ouf, hein. Ah, le jambon ibérique. Oui, mais moi je suis musulman. Ah oui, frère. ça. Mange pas de jambon, frère. Ouais, tu me parles d'Espagne, je vois un énorme jambon fumé là, je suis là, waouh! Mais c'est vrai que toi t'es musulman, tu peux pas en manger. Voilà. Bah attends, t'as d'autres choses, les tapas. Mm. Les tapas espagnols, attends, Ouais. qu'est-ce que c'est bon. C'est bon, ça c'est bon, j'ai bien kiffé. La Turquie. La Turquie, j'ai adoré la Turquie. Honnêtement, la Turquie, franchement, honnêtement. Ouais. Attends, par contre, Espagne, je te dirais Tenerife. Hein. Ah ouais? Tenerife, je te dirais pas l'Espagne en mode la ville, les villes normales. Je dirais Tenerife. Ok. De un, il fait chaud toute l'année. Hmm. Toute l'année, il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup d'impôts, pas beaucoup de taxes. En Espagne, t'en as pas mal, hein. Ouais, mais Tenerife, c'est un. Principauté. C'est une genre de. Une enclave. Paradis fiscal, entre Un guillemets. peu comme Andorre. Ouais, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Ah ouais? Il y a des impôts, mais c'est pas grand chose. Je crois que ça doit être Ouais. 15%. À checker. À checker, mais normalement, Tenerife. Parce que l'Espagne, t'es pas mal, hein. T'es à genre à 30-35% d'impôts, hein. Ouais, Voire ouais, même oui, 40. Hein. Oui, mais Tenerife, il n'y a pas beaucoup. En tout cas, quand j'y étais, il n'y avait pas beaucoup. Je sais pas s'ils ont changé les règles, mais en tout cas, moi, quand j'y étais à Tenerife, il n'y avait pas beaucoup d'impôts. Troisième, Turquie, frère. Hein. Turquie, Antalya, Alanya. Franchement, honnêtement, j'ai kiffé de ouf. La bouffe, elle est très bonne. Entre guillemets, il n'y a pas. C'est pas casse-tête pour acheter de l'immobilier avec la crypto-monnaie. T'as de la crypto, tac, t'achètes un bien immobilier. En plus de ça, bah, les prix de l'immobilier, ils vont fait que monter là en 5 ans, ça fait x2. Ouais. Ça fait x2. Une bonne armée. Ouais, une armée qui est puissante, du coup, Ouais, tu te ouais. sens en sécurité. Et la bouffe, elle est vraiment excellente. Ouais. La bouffe, elle est trop bonne, frérot. La bouffe turque, frérot, c'est trop bien, frère, c'est Ah, incroyable. c'est bon, c'est bon. Quatrième, je dirais Maroc, j'ai kiffé. Hein. Marrakech, j'ai adoré. Hein. Quatrième, Maroc. Cinquième. J'hésite, hein, Thaïlande. Hein. Ouais, Thaïlande, on va dire. Ouais, Thaïlande. Thaïlande. Ouais, Thaïlande, ouais. Phuket. Phuket. Phuket, poto. Ok. Et Bali, non. Non, Pourquoi? je dirais pas Bali. Pourtant, tu passes énormément de Oui, temps à Bali, mais toi. en fait, faut penser aussi à l'avenir, tu vois, dans le sens où tu te dis, frérot, demain t'es père de famille, t'as des gosses. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas les mettre dans les hôpitaux à Bali, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je disais pareil que toi, je pensais la même chose, mais ce que je vois, c'est que Bali, c'est en train d'exploser d'un point de vue développement, c'est qu'il y a de plus en plus... ça s'européanise de plus en plus, ça s'occidentalise de plus en plus. Il y a Ça, des, c'est vrai. il y a des hôpitaux qui sont de meilleure qualité. Il y a des écoles françaises, il y a des écoles internationales, il y a des lycées, il y a des universités, il y a plein de choses qui ouvrent à Bali. Bali, c'est littéralement en train d'exploser en ce moment. Mais avant, c'était beaucoup de touristes, tu vois, ou backpackers, style, tu vois, Ouais. assez cheap. Non, Mais ça- ouais, là, ça- c'est Ouais. des personnes différentes, c'est des personnes avec de l'argent qui viennent pour investir, pour s'installer, ou alors avec de l'argent pour passer des vacances. C'est un public qui est différent. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec Et toi. donc, ça se ressent sur la qualité des services, sur la qualité des hôpitaux, sur la qualité des écoles. Bon, j'ai pas été à l'école à Bali, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, puisque je me suis renseigné ces derniers temps, ça a explosé ces 5 dernières années là. Tout a explosé. Tout a explosé. Des quartiers à Bali enfin des rizières qui se sont faites raser pour construire des quartiers résidentiels, des resorts, des beach clubs, des restos, enfin plein de choses. Donc je pense qu'à l'avenir, ça va continuer. Il y a de plus en plus de monde dans tous les cas qui veulent venir s'installer à Bali.
et les prix sont en train d'exploser, donc ça va être des personnes de qualité. Forcément, qu'est-ce qui vient avec une économie de qualité? Des infrastructures de qualité aussi. Du moins, j'espère que le gouvernement indonésien, et notamment celui de Bali, va tout mettre en place pour justement garder toutes ces expatriations de qualité qu'il y a ces dernières années. Avant, c'était beaucoup de jeunes qui voyageaient partout en Asie, qui allaient faire un tour à Bali, qui vivaient dans les auberges de jeunesse, backpackers, pas beaucoup d'argent à dépenser, vraiment... Ouais, ce style-là, et ça, c'est pas du tout le style de tourisme que les pays veulent avoir chez eux. Hein. On le voit bien avec la Thaïlande qui en a marre des backpackers. Backpackers, c'est pas ça qui va faire croître, fleurir ton économie. C'est des personnes, des investisseurs. Des investisseurs, des businessmen, des entrepreneurs. Exactement. Des gens qui vont ouvrir des business dans ton pays. Qui vont faire tourner l'économie, qui vont faire tourner le business. Et ça, c'est rare, hein. C'est rare. Ah, Dubaï ont bien réussi à le faire. T'as pas de backpacker, tu peux pas être backpacker et aller à Dubaï. Ouais, c'est vrai. C'était cheap, et en fait toutes les destinations qui étaient cheap, la Thaïlande aussi qui l'est toujours, la Thaïlande est cheap, mais mine de rien les prix en Thaïlande sont en train d'exploser, ouais, c'est fou, et la Thaïlande est en train de tout mettre en place pour justement ne plus avoir ce tourisme de backpack, mais avoir du tourisme d'investisseurs. Personnes qui vont investir dans l'économie thaïlandaise, qui vont acheter des biens, qui vont faire des entreprises, qui vont racheter des restaurants, qui vont racheter des business, etc. etc. Ça va se produire, ça, c'est clair et net. Ça se produit en fait en ce moment. C'est en train de se produire là. Même rien qu'acheter de l'immobilier, on peut acheter en crypto. Là, à Pattaya, j'ai vu des appartements off-plan, bord de mer, 5 étoiles. Et ouais, tu peux acheter en crypto-monnaie. Ouais. C'est en train de changer, mais en fait, les personnes, l'argent qui est présent, le flux monétaire présent en Europe, les gens souhaitent le faire sortir d'Europe pour aller investir dans des endroits où t'as plus de liberté financière. Plus de liberté financière et où t'as plus de rentabilité aussi. Les gens en ont marre de l'Europe, d'être bloqués en Europe. Leur argent se fait taxer. Leur argent, il y a de l'inflation, donc leur argent perd en valeur. Donc les gens veulent le sortir. Du moins, les gros porte-monnaies veulent sortir leur argent et le faire transiter vers des pays en voie de développement qui sont en train d'exploser, notamment ces pays asiatiques. L'Asie, l'Afrique du Nord. Afrique du Nord, Asie, ouais. Je pense que bientôt, là, il va y avoir l'Amérique du Sud aussi. Dès que l'Amérique du Sud va plus être beaucoup plus violent pour tout ce qui est sécurité, là, ça va exploser. Ouais, à la méthode Salvador, là, ça va exploser, ouais. T'as des pays d'Europe de l'Est aussi. Alors, l'Europe de l'Est, là, avec la guerre Russie-Ukraine, c'est un petit peu... mais juste avant, il commençait à y avoir l'émergence de pays comme l'Albanie, comme le Monténégro. L'Albanie ? Ouais, Albanie de fou, ouais. Ça investit là-bas, ça devient un petit paradis. Les Européens en vacances commencent à y aller. Parce que tu sais que maintenant c'est hors de prix. Faire des vacances en Europe, c'est hors de prix. Tu sais que ça coûte même moins cher de prendre l'avion et de venir en Thaïlande faire des vacances que d'aller dans le sud de la France ou à la neige. Hein. C'est à ce point-là, ouais. C'est à ce point-là. C'est vraiment devenu extrêmement cher. Le pouvoir d'achat des Français, de pas mal d'Européens, est en chute libre ces dernières années. En chute libre totale. Notamment depuis l'après-Covid. On est tous sortis d'hibernation. On a des manières de dépenser qui ont évolué, manière d'avoir de l'argent aussi qui a évolué, parce qu'on est de plus en plus nomades, on travaille de plus en plus depuis chez nous. Avec manger dehors, maintenant on fait que de commander. Ouais, commander ou manger dehors. Commander ou manger dehors. On fait plus ta cuisine. Les habitudes ont changé, ouais. Et c'est pour ça que je disais à un moment dans le podcast, là on se dirige vers un monde qui va être de plus en plus nomade, où les gens auront de moins en moins de chez eux, mais ils vont vivre de Airbnb en Airbnb. Moi j'ai vécu de Airbnb en Airbnb pendant 4-5 ans. J'ai fait plusieurs tours du monde comme ça et franchement c'est génialissime. Et les gens vont de plus en plus le faire, notamment depuis la fin Covid. Donc on a imprimé énormément de billets pour refaire partir l'économie, pour que les gens puissent revivre. Tout le monde a très très bien vécu, tout le monde s'est mis à voyager, tout le monde s'est mis à travailler sur Internet. Il y a les business en ligne ont pris en mode... Enfin maintenant c'est logique, tu vois, avant tu parlais de business en ligne sur Internet, bon il y en avait très peu, c'était très niché. Voilà, maintenant c'est ouvert à tout le monde. C'est normal pour les nouvelles générations de ne pas vouloir faire un job... ne pas vouloir devenir chirurgien, professeur des écoles, enfin ne pas vouloir faire un job
mais vouloir faire un business, donc devenir influenceur, devenir youtubeur, devenir tiktoker. Il y a plein de métiers qui ont émergé comme ça, et les jeunes de nos jours, ils rêvent plus. Enfin, quand moi, je veux dire, à l'école, tout le monde voulait faire un métier, tout le monde avait une idée en tête. Bon, moi, je voulais faire footballeur, c'était pas comme les autres, mais la plupart des gens voulaient faire quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent bien? Médecin, dentiste, prof. Qui a quoi, astronaute, je sais pas. Enfin, des rêves d'avocat, des rêves de métier. Maintenant, les gens, non, ils veulent plus tout ça. Ils veulent plus tout ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est ouvrir un business en ligne, être influenceur, être youtubeur, les nouvelles générations. Et du coup, le monde est voué à évoluer. Les habitudes de consommation des gens ont évolué. Et plus ça va changer, plus les gens vont vouloir avoir de l'argent, mettre leur argent, investir leur argent à l'étranger plutôt que dans leur propre pays, puisque en le mettant dans son propre pays, on a de très très faibles rendements. Je parle de la France, Espagne, Allemagne, tout ça, ces pays d'Europe là. C'est clair. Qui étaient autrefois les pays les plus riches du monde et qui là sont littéralement en train de se faire dépasser et en train de devenir des pays du tiers-monde. On n'y est pas encore, mais on s'y approche parce qu'on est en train de se faire rattraper par les pays émergents en termes de développement, d'infrastructures, de liberté, de sécurité, tout ça, d'économie. Donc les gens vont vouloir déplacer leur argent vers des pays émergents, puis vont vouloir vivre un peu partout dans le monde et non plus vivre que en France. Rien à gagner à vivre que en France, en travaillant en ligne notamment. Il n'y a plus rien à gagner à vivre en France. Il n'y a plus rien à gagner. Il n'y a aucun intérêt à vivre en France. Bon, t'as les systèmes de santé. Mais ça se dégrade. Encore debout. Mais ça se dégrade en fait. Ouais. Tout ce qui est système de santé, etc. Allez, tu veux prendre un rendez-vous chez le médecin, ok, d'accord, tu payes rien, mais derrière, c'est dans 6 mois. Oh, exactement, je préfère, et c'est exactement ce que j'allais dire, je préfère payer 50 ou 100 balles ma consultation chez le dentiste à l'étranger et avoir un rendez-vous le lendemain, plutôt qu'aller prendre le rendez-vous en France, peut-être ne pas le payer, mais avoir rendez-vous dans 6 mois, quoi. Ah, il a encore mal à la dent. C'est n'importe quoi. Encore mal à la dent, t'es là. Son rendez-vous, il est dans 1 an. Tu souffres, pendant que tu vas devoir souffrir avec ta dent, un an, je peux ne pas payer. Ouais, puis quand tu vois les hôpitaux en France, c'est bouché, il y a plein de monde, l'administratif tue tout en fait. Ouais, faut savoir que dans un hôpital en France, alors je sais plus exactement c'est quoi les proportions exactes, mais en termes de pourcentage, on a à peu près 60 à 70% des personnes qui travaillent dans un hôpital qui n'ont jamais vu le moindre patient. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que ces personnes travaillent dans le domaine administratif, font les papiers. Ok, avec les nouvelles technologies maintenant, l'intelligence artificielle, internet, tout ça, on est dans la capacité, et beaucoup de pays nous le montrent, notamment les Émirats Arabes Unis, d'enlever toute cette administration qui ne sert à rien, qui nous fait perdre un temps fou et énormément d'argent, pour la remplacer par des systèmes automatisés via l'intelligence artificielle et Internet, la programmation, tout ça, c'est largement faisable. Et ça nous permettrait d'économiser un tas d'argent, notamment pour les hôpitaux, pour le réinvestir dans le développement des infrastructures hospitalières et peut-être dans la formation des médecins. Parce qu'il y a aussi une autre chose qui se passe, j'en viens à ça là, c'est qu'il y a la fuite de talents en France, et notamment en Europe. On va parler que de la France là, parce que c'est notre pays. En France, il y a la fuite des talents, donc c'est-à-dire que la France forme des personnes à devenir dentiste, à devenir chirurgien, à devenir médecin des poumons, tout ça, enfin tu vois, des trucs un peu durs quand même, tu vois. Ouais, qui coûtent beaucoup d'argent. La France investit sur eux pour qu'ils deviennent ça, et à la fin de leurs études, alors soit ils trouvent, ou des ingénieurs, ils trouvent pas de job, ou alors ils trouvent des jobs de merde qui n'a rien à voir, genre faire la caisse à l'hôpital, tu vois, t'as une formation de chirurgien, tu te retrouves à faire la caisse à l'hôpital, enfin c'est un exemple, tu vois. Ou même si t'as le taf, le salaire il est pas assez intéressant. Exactement. Par rapport à ce que tu peux avoir en te barrant, par exemple, exactement. Et là t'as des pays émergents, des pays du Moyen-Orient, des pays asiatiques, des pays même les États-Unis, ils viennent chercher les talents français, ils arrivent avec des gros salaires, puis ils prennent les personnes les plus brillantes de France qui sortent de longues études et tout, et ils viennent les recruter. Et puis nous, il reste plus rien à la France, quoi. Il reste que les cassos. Voilà, c'est ça. Après, voilà, on peut en venir aussi à l'immigration. Oui, même l'immigration, on prend que les cassos, on prend pas les gens. En fait, on perd des personnes diplômées, on perd des personnes brillantes
et puis on amène des personnes qui n'ont aucune qualification. Donc ça. en fait, ça ne couvre rien. Les autres pays, dans les autres pays, aux États-Unis par exemple, si tu veux émigrer aux États-Unis, aller vivre aux États-Unis, bah t'as forcément une valeur ajoutée quoi. Si t'as pas de valeur ajoutée, tu peux pas vivre là-bas, tu peux pas bosser là-bas, tu peux rien faire. Ou alors t'as plein de thunes, et dans ce cas tu vas apporter un investissement. Mais si t'arrives comme ça, t'es chômeur en France, et tu te dis, bon allez tiens, je vais déménager, je vais devenir chômeur aux États-Unis. Non, c'est impossible, c'est impossible. Alors que t'es chômeur, je sais pas moi, n'importe où dans le monde, tu dis, allez, je vais en France, bah oui, tu peux, tu vas avoir les aides, tu vas avoir le logement, tu vas avoir la CAF. Ouais, puisqu'il y en a même qui ont des aides en France et ensuite ils vont vivre à l'étranger, voilà, bah oui. Ils pointent 6 mois à Pôle emploi pour avoir le salaire, ensuite ils vont 6 mois de l'année à l'étranger, ils continuent de recevoir le salaire, ensuite ils retournent en France faire genre ils cherchent du taf. Enfin le système il est être un assisté, frère. Il est tronqué. Ouais, c'est un pays d'assistés, ouais. Exactement. En fait, aussi t'as pas d'intérêt à aller travailler quand t'as toutes les aides en fait. Ouais. Parce qu'il y en a, ils se disent, ok, super, j'ai toutes les aides, mais je vais aller travailler. Ok, super, je vais aller travailler, je vais prendre ma voiture, je vais payer l'essence pour aller jusqu'à mon travail et rentrer chez moi. Je vais limite perdre de l'argent alors qu'avec les aides, bah, je gagne autant, voire plus. Exactement, ouais. Pourquoi je vais aller travailler alors que je gagne limite autant avec les aides? Exactement, ouais. Pourquoi aller travailler? En fait, la France n'est pas un pays. Grand max, tu vas peut-être, même si tu gagnes de l'argent en travaillant, tu vas gagner peut-être 50 euros, 100 euros en plus. Ouais. Mais avec les impôts que tu vas payer, ça va être moins. Enfin, c'est oufissime. La France ne récompense pas les personnes qui se donnent et qui bossent. La France récompense justement ceux qui essayent de tricher. Et on le voit bien. Quand tu essayes d'être entrepreneur, enfin, moi par exemple, quand j'ai commencé à entreprendre, tu vois, j'ai fait une auto-entreprise en France. Mais quand j'ai vu direct tout ce que ça prenait, tout ce qu'il prenait, tout ce que la France me prenait en gros, et à côté de ça, tout ce qu'elle m'apportait sur le plan entrepreneurial, tout ça, enfin, pourquoi est-ce que je dois leur donner autant d'impôts alors que je me casse le cul à faire tourner mon entreprise qui est en train de voir le jour, en train d'émerger, je commence à faire mes premiers euros, etc. Pourquoi est-ce qu'ils me prennent autant quoi? Non, c'est pas possible. Et donc il y a énormément de personnes qui témoignent et qui disent qu'ils ont tout donné à la France, ils ont fait une entreprise, ils ont embauché des gens, ils ont donné des salaires, ils ont créé du travail, plein de choses. Ils ont travaillé de 5h du matin jusqu'à 22h le soir, 7 jours sur 7, sans compter pendant plusieurs années. Et au final, il leur reste plus rien parce que le gouvernement leur prend tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la clé sous la porte, ils se cassent, ils vont entreprendre dans un autre pays. Exactement. On a un pays qui est ravagé par le wokisme et par la gauche. Bon les amis, je pense qu'on a fini pour ce podcast. J'espère que vous avez kiffé ce podcast avec Pierre. Donc likez, abonnez-vous et commentez la vidéo si vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez aimé ou pas, donnez votre avis en commentaire pour qu'on puisse améliorer le podcast.